Bonjour, je suis Marion Mousse et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui gravit le monde d'or. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du One A Club, notre 101e épisode. Ouais. Vous venez d'entendre la voix suave et qui fait rêver De Kevin. De nombreuses filles la nuit, de Tizak. Salut Tizak. Salut, non mais c'est moi qui rêve des filles en fait, Pierre. Vous sentez cette peau pleine de boutons, et le des excès de sébum. Ouais. Il le fait très très bien. Une huître, il a pas d'organes. L'autre voix beaucoup plus posée, c'est celle de Thio. Bonsoir. Et vous êtes avec nous pour environ 1h30 d'émission sur la bande dessinée. Une de folie. Nous allons vous faire un petit express. Nous allons revenir sur quelques séries dont nous avons déjà parlé. Nous allons parler des tomes qu'on a eu entre temps, et ça va être du manga, mais que du manga, on est des fous. On enchaînera avec nos chroniques, avec Abominable, 4 couleurs, l'histoire de l'ours, Virginie. Puis, on donnera une carte blanche à Antoine, qui nous expliquera qu'avant aussi on savait faire de la BD, en nous parlant de vieille BD de qualité. Notre splash page sera consacrée à Marion Mousse, que nous avons eu en interview au Festival des Calanques et des Bulles, et nous allons chroniquer plus précisément Brune Platine et Louise et les loups. En online, je vous ferai un petit tour des Tumblr que j'ai bien aimé ces derniers temps, même si certains datent un peu. Le Dr Tizak ne va rien vous dire car il n'a eu aucun courrier, donc on sera en impro total et on va peut-être même le zapper parce que il fait chier. Voilà. Même les impôts, ils m'écrivent plus. Et nous pourrons enfin finir cette émission. Oui, je l'ai dit. Mais nous n'avons... Oui, nous sommes en train de chercher des BD un peu partout car nous en avons un peu perdu. Et oui, parce que nous sommes toujours dans le concours pour la 100e émission. Et je vous avoue que la pièce est remplie de BD. Il y en a partout. On peut même plus s'asseoir sur le canapé. Il y en a voilà, même dans les chiottes et tout. C'est horrible. Il y en a partout. Donc nous avons des tonnes de BD de ce concours et qui surtout s'avère un peu plus délicat que je pensais. Oui, je pense qu'on va devoir des bonnes réponses. Hein. Je pense qu'on va devoir choisir parmi ceux qui ont donné le plus de bonnes réponses que parmi ceux qui ont répondu tout juste. C'est ça, parce que le tout juste apparemment, ça a été vache. Un peu mal barré. Non, vache, non, mais ça demande une approche quand même approfondie. Non, en fait, je pense il faut être honnête. Les questions que j'ai trouvées sont faciles à trouver. Les questions de Pierrick, c'est des questions de pute. Voilà, c'est tout. Moi, les miennes sont encore meilleures. Toi, les tiennes, elles sont trop faciles. Donc, ce concours, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous permettait de gagner des BD, et là, il vous permet d'en gagner encore plus, car nous avons eu un apport de gentils éditeurs, ce qui fait qu'on a un prix assez exceptionnel. Vous allez nous ruiner en frais de port, parce qu'on fait ça vraiment pour le plaisir de nos auditeurs. On espère que ce sera une ruine sympathique pour vous. Papa, maman, si vous nous écoutez, allez-y, moi je connais les réponses. Envoyez, on va peut-être pouvoir gagner des BD. Un autre point que je voulais signaler, c'est que ce week-end, il va y avoir Stéphane Perger, le 17 ou le 18, je ne sais plus, faudra que je vérifie. Stéphane Perger, 18 il me semble, c'est un samedi, à la BDerie, un libraire qu'on aime bien, c'est organisé par une association qui s'appelle L'Ombre des Bulles qu'on aime bien, c'est à Aix-en-Provence, donc il fait beau chez nous. Mais vraiment beau là, en ce moment, c'est l'été. Sinon rien à voir. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez eu des petites images de jolie mer avec du soleil, ciel bleu, et on est au mois d'octobre. Allez, rêvez. Viendez dans le sud. J'étais à Paris ce week-end, il faisait beau aussi, je me suis senti très bête. Non, c'est pareil. C'est pareil. Même quand il fait beau, c'est gris. Ouais, dis-moi, Express? Ouais, je retrouve mes jingles, je m'apprête à les lancer, je retrouve un peu mes marques. Express. Nous allons parler de Billy Bat, les tomes 10 et 11. Oui, on avait du retard, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ça faisait longtemps, Billy Bat. Et ça sort à un rythme assez effréné. Dans ces 2 tomes, nous allons suivre 2 histoires. Une qui se passe dans les années... Alors, à chaque fois, j'ai du mal avec les dates. Il me semble que l'histoire de la jeune fille à la rose, c'est les années 60. Non, 40, je crois. Enfin, un truc dans le genre. Enfin, c'est il y a longtemps. Vous me pardonnerez mes approximations historiques, qui en fait elle aussi se retrouve confrontée avec un assassin qui tue en laissant la marque de la chauve-souris. Et en parallèle de ça, nous allons suivre l'histoire de Kevin Yamagata, qui lui se retrouve confronté à un tueur qui a enlevé toute une ville pour essayer de trouver les fameux rouleaux. Les fameux rouleaux des ninjas qui contiendraient
la première trace de la chauve-souris. Un serial killer? Non, un serial killer. Et donc, toutes les histoires sont en train de se regrouper dans ces 2 tomes. C'est plutôt bien foutu. Sauf qu'on arrive à une fin dans le tome 11 où on s'est dit, en gros, avec Thio, on était assez d'accord là-dessus, merde! What the fuck? Soit la suite va être trop bien et trop géniale, soit il s'est foutu de notre gueule pendant 11 numéros. Je pense que je connais l'avis de il continuera, Matt Manga. il continuera au 12e. Je peux pas dire, mais dans l'émission 100, on a longuement parlé de ce genre de situation. Bizarrement, on se retrouve directement confronté. Hein. Je préfère faire confiance car à chaque fois je me fais avoir et je tombe dans le panneau et j'aime ça. Tu tombes dans le panneau et tu rachètes le numéro d'après. Et nous voici avec les nouveaux numéros, donc les tomes 2 et 3, donc du Seinen, la Tour Fantôme. Vas-y, continue à parler, je te règle ton micro. Adaptation donc assez libre du roman La femme dans le gris de Alice Williamson. Petit rappel, donc nous suivons Taichi qui se rapproche du procureur Marube pour essayer justement de connaître le mystère de la tour fantôme. Je suis sûr de plus près à ton et micro. surtout venger en fait la dernière victime qui était une connaissance à lui. Alors il va toujours être avec son petit copain Tetsuo qui est toujours aussi zarbe et bon, nous on en sait un peu plus mais lui ne le sait pas encore. Et ils vont partir en fait pour une île, mener une enquête en huis clos avec une famille qui est à peu près prête à tout pour essayer de garder son pouvoir et ses petits mystères bien secrets. L'ambiance est toujours aussi bien menée, c'est toujours aussi sombre. Une nouvelle aventure débute à la fin du tome 2 qui se terminera dans le tome 3 et là on va avoir des choix qui commencent à ressembler à limite à du Walking Dead en fait je trouve dans les choix bien pourris à faire. Oui, il y a vraiment là ouais, en fait chaque tome a un peu son histoire indépendante. Même si il y a quand même toujours la tour fantôme qui reste en fond. Hein. Qui reste en fond. Et je suis vraiment surpris par cette série parce qu'elle part dans des... Par exemple, le tome 2, c'est du polar en huis clos. On n'est plus dans de l'horreur. Le tome 3, on est dans de l'horreur un peu plus psychologique. Ça finit par de l'horreur gore quand même. Voilà. Il arrive à varier un peu les thématiques et ça me, pour le moment, sur les 3 tomes, j'ai été à chaque fois surpris. J'ai le tome 4 là qui n'attend qu'une chose, c'est d'être lu. Ouais. Alors surtout c'est que le rythme monte vraiment au fur et à mesure je trouve avec des événements qui à chaque fois te laissent un petit peu pantois quoi c'est très bien mené et le vraiment bien mené et surtout ce que j'ai trouvé assez excellent c'est quand même que les dialogues sont intéressants et donnent beaucoup de sens en fait à vraiment tout ce qui se passe au niveau de l'histoire des personnages. Oui, il y a de la finesse dans les personnages et ça ressentit dans les dialogues. Surtout, c'est que moi je me dis, c'est surtout la traduction qui doit être quand même vachement bonne parce que pour qu'on arrive à le sentir sur le français, c'est pas mal. Donc vivement donc le prochain tome 4, donc on va bientôt lire et surtout sachant que c'est une histoire qui est en 7 ou 8 tomes, je crois, et qui est déjà finie au Japon. Trop bien, je le savais pas. Hey, tu m'apprends des choses. T'as vu, vous avez entendu, on prépare nos émissions maintenant, on est des fous. Ouais. Mais nous allons lancer les chroniques et c'est Sœur Tizak qui se lance avec Abominable. Oh la vache, Sœur Tizak. Sœur Oui, Tizak. S-O-E-U-R. Et ta sœur, non. Donc on attaque avec Abominable. Oula. J'ai perdu un morceau. Non, il y a eu un faux contact. Il y a eu un scratch, mais c'est pas grave. Donc on attaque avec Abominable de Herman, qui est une 3e édition, réédition de ce recueil de 5 histoires qui mettent en œuvre l'horreur, la violence. Ce sont des histoires qui ont été publiées initialement pour la première en 76, c'est la plus vieille. Ensuite 2 de 78, une de 82, une de 87. Donc vous voyez que c'est pas du tout jeune. Plus quand même, là on a pour cette réédition une petite nouveauté avec une nouvelle de Christian Godard qui est très récente de 2013. Donc c'est une réédition réalisée cette fois-ci par Glénat avec une nouvelle couverture qui est très jolie, très mignonne, qui quand même remet un peu les choses au goût du jour parce que les précédentes éditions étaient vraiment vieillottes. Donc pour l'occasion c'est plutôt pas mal. Côté dessin, vous l'aurez compris, vu les dates que je vous ai annoncées, c'est assez old school, ça reste quand même très efficace dans le crayonné, ça fonctionne. Les couleurs viennent renforcer l'atmosphère d'horreur, presque un petit peu surréaliste dans chacun des scénarios. En ce qui concerne la dernière histoire, qui est donc plus récente, comme je vous le disais, là, c'est exactement l'inverse. Le dessin, en tout cas à mon goût, je l'ai trouvé vraiment beaucoup moins précis, beaucoup moins incisif, ce qui faisait la force de l'horreur, c'était justement cette espèce de côté tranchant et qui disparaît dans la dernière histoire.
on a un peu une impression que il y a de la fatigue ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me souviens plus très bien. C'est tout en noir ou il y a de la couleur directe sur certaines? J'ai un doute. Alors, comme on ne l'a pas retrouvé et que je l'ai lu il y a je vais pas pouvoir répondre tout de suite à cette question-là, mais n'hésitez pas. L'album est caché dans le warp. C'est ça. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. C'est vrai qu'on n'a plus le warp dans nos émissions. Ça fait longtemps, mais en live, lancer les time warp. Alors, pour ceux qui débarquent, le time warp était une technique magique qui nous permettait, en plein enregistrement, de nous arrêter, d'aller chercher une réponse à une question et de revenir en disant mais on le savait. Et voilà. Et en live, c'est vachement dur à faire. En live, il n'y a pas de time warp. Voilà. Si en fait, faudrait embaucher un secrétaire. Non, en fait, non, on se casse et on laisse One Eye faire tout le truc tout seul. Oh, super. Comme d'hab, en fait. Ouais, enfin moi, si c'est pour aller chercher dans sa bibliothèque, je passe mon tour. Hein. Ah, ouais, pas faux. Voilà. Bref, donc le travail sur les ombres, sur les noirs, dans ce dernier opus, presque disparu et les yeux sont beaucoup moins expressifs. Donc voilà. Bref, c'est un petit peu décevant pour le coup. Ensuite, côté scénario, donc chaque histoire est indépendante. Il n'y a pas du tout de suite. On ne retrouve absolument ni les personnages, ni les lieux, ni quoi que ce soit. Chaque histoire est vraiment totalement indépendante. Là aussi, chaque histoire sert à mettre en œuvre et à mettre en lumière l'horreur, la cruauté, sous toutes les formes possibles et inimaginables. Et c'est totalement gratuit. Du coup, ça manque un petit peu d'intérêt au global. Ouais, mais c'est de l'histoire d'horreur à l'ancienne aussi. C'était comme ça qu'on faisait un peu ce genre d'histoire où on sait pas où ça va nous mener, où il y a une petite surprise finale. Alors la surprise finale, voilà, j'ai dû la rater. Et voilà, moi c'est juste que on a l'impression d'être dans la rubrique faits divers d'un journal, mais en version illustrée. Donc on est dans une scène absolument surréaliste, absolument horrible. Il y en a dans tous les coins, il y en a dans tous les sens. On sait pas pourquoi ces horreurs-là se produisent. Et quand on arrive au bout du scénario, eh bien on passe à la nouvelle suivante. Et voilà, c'est un petit peu déroutant. Alors peut-être qu'effectivement pour l'époque ça avait un intérêt, c'était nouveau, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que 35 ans après, moi j'y trouve pas mon compte. Voilà. Disons que je pense que c'est vraiment un album qui est un petit peu ancré dans son temps et c'est difficile aujourd'hui de le regarder avec notre regard de lecteur moderne, on va dire, en se disant c'est bien, mais c'est pas non plus. Moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel, clairement. C'est ça. Ça m'a fait une moins grosse claque, tu vois, que Valérian et Laureline. Ouais. Moi, je sais qu'il y a un côté vintage, en fait, dans ces histoires courtes. Après, c'est un recueil d'histoires courtes qui devait passer dans le magazine Tintin, j'imagine. Et je trouve que, moi, c'est le truc que j'aime dans ce côté-là, c'est de me dire, c'est des histoires qui étaient faites pour du magazine. Alors, effectivement, la sortie en album permet un peu d'avoir un côté patrimoine pour se souvenir de ces trucs-là. Mais c'était pas fait pour, à la base. Et c'est peut-être cet assemblage qui peut paraître un peu hétéroclite. Maintenant, moi, ça fait un peu artificiel, mais quand quand tu m'as fait découvrir Valérian et Laureline, oui. Le dessin est moins claquant pour le coup chez Valérian et Laureline. Ouais, mais du coup, c'est que ça date quand même de la même époque. Et moi, j'étais là, j'ai fait waouh, mais c'était trop bien ce truc. Je connaissais pas. Maintenant, quand j'ai lu Abominable, ça m'a pas. Bof. Ouais, c'est joli parfois, mais les histoires m'ont pas fait kiffer quoi. Herman, Antoine va nous en reparler tout à l'heure. Justement, il va nous parler d'une série d'Herman. Jérémia Luc Perry, mon amour. Donc, là, je viens de faire la référence. La référence qui déchire. Ouais, je suis comme ça. Non, moi, c'est plutôt le fils Cosby, quoi. Ouais. Malcolm Jamal Warner, que j'ai vu à Los Angeles. Tu l'as vu? Tu l'as vu? J'ai un concert. C'est pour qui? Oh, ça va. C'est pour qui? Bon, on va dire pour un étudiant en bande dessinée qui doit voir des choses plus anciennes, mais au moins dans une collection où il y aura toujours la couverture intacte. Thio? Je pense, faut vraiment avoir envie pour des gens qui ont envie, de garder des trucs. Tu vois, tu parlais de patrimoine, peut-être que si on a envie de garder des pièces du patrimoine ou du patrimoine. Du patrimoine. C'est un rapport avec le Monde d'Or de tout à l'heure, celui-là. On en a des super-héros, mais celui-là, il va falloir le sortir quand même. Hein. C'est quoi son super-pouvoir, allez? C'est une super-héroïne. Elle peut t'étouffer.
ou te réconforter. C'est au choix. Bon Mathieu, vas-y, finis ta phrase. Donc du coup, pour les personnes voilà qui ont envie d'avoir des vieux bouquins, peut-être se faire une petite Madeleine pour certains, je pense. Et puis les fans d'Herman aussi, ceux qui aiment cet auteur-là, qui veulent voir un peu ce qu'il pouvait donner sur des histoires courtes. Il y a un petit moment. Voilà. Je n'ai pas demandé s'il y avait des réactions dans la chatroom. Je vais y aller. Randall Flagg a beaucoup aimé Poitrine Man. Hook nous dit patrimoine mais presque, juste des moines bicois. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je suis au taquet, un affût de suite. Je dis un truc, c'est une connerie. Oh, il y a Randall qui gribouille en direct. Et j'ai viré le lien vers sa chaîne sur le truc parce que je pensais qu'il ne le ferait pas aujourd'hui. Eh ben bravo. Merci Randall. Allez jeter un œil à son dessin. Va falloir que tu ailles y jeter un œil pour qu'on puisse le voir. Je vais y jeter un œil. Nous allons donc maintenant parler de 4 couleurs. 4 couleurs est un album de Blaise Guinin aux éditions Vraum. Donc c'est un album qui nous raconte l'histoire de 2 étudiants qui décident d'échanger leur identité pour réussir leurs examens. Parce qu'il y en a un qui est bon dans une matière, l'autre qui est bon dans l'autre. Et ils vont croiser 4 filles. 4 filles, chacune étant associée à une couleur. Alors il va y avoir... et un des personnages qui a échangé va fantasmer sur chacune d'elles ou pas. Il va y avoir son ex qui l'a traumatisé quand il était jeune, qui le déteste, mais il sait pas pourquoi, parce que lui, il s'en souvient vaguement. Il va y avoir sa prof, la copine d'un autre, et la 4e, je ne sais plus. Celle qui croise à la bibliothèque. Celle qui croise à la bibliothèque, voilà. Donc, et on va suivre l'histoire de ce tricheur qui joue sur son identité et qui se retrouve, bien entendu, empêtré dans ses mensonges au fur et à mesure. Cette bande dessinée est un exercice de style, parce que Blaise Guinin, il avait déjà fait d'autres albums avant, dans des styles un petit peu plus... qui me faisaient penser un peu à du Bill Watterson dans Georges et la mort, ou En attendant que le vent tourne, que je n'ai pas lu, j'ai juste un peu vu ce que ça donnait. Un trait beaucoup plus vacillant, beaucoup plus arrondi, que ce trait très carré, très pointu, fait entièrement au stylo Bic 4 couleurs. Et là, c'est un truc de fou furieux, parce que techniquement, c'est génial. Il y a un travail sur les textures qu'il utilise pour donner du relief, du volume, travailler sur les ombres, qui est vraiment pas facile, d'autant plus que l'album, au niveau de l'édition, est très contrasté. C'est-à-dire que les couleurs sont très franches, et on n'a pas, comme on peut l'obtenir parfois avec un Bic, tu sais, ces couleurs un peu fades, ou le côté qui a bavé, etc. J'imagine que ces stylos ont dû baver un jour, qu'il y a des planches qui ont dû recommencer en entier, j'en sais rien. Bref, chaque fille a sa couleur, qui ressort, un peu comme on peut le voir dans Sin City de temps en temps. Et il y a un travail sur le fond et la forme. C'est-à-dire que j'ai trouvé vraiment réussi l'exercice, parce que il arrive à travailler, enfin le thème c'est l'obsession des femmes, on le voit à la couverture, chacune est vraiment bien mise en avant sur un côté très sensuel. Et vraiment je trouve que voilà, il a réussi à allier le fond et la forme sur une histoire qui, sur l'aspect, parce qu'il y a une enquête au milieu, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé dans le campus. L'aspect enquête est vraiment qu'un prétexte pour enchaîner les éléments, donc la chute policière est un petit peu pas fantastique, je trouve. Par contre, c'est vraiment cette relation et la façon dont ce jeune se laisse embarquer par ses obsessions. Et puis, comme c'est un petit con, en fait, c'est le petit con de 18-20 ans. Voilà. C'est justement c'est ce que j'ai apprécié, c'est que sous l'aspect technique simple entre guillemets, c'est-à-dire l'utilisation d'un outil très basique du quotidien, même si du coup non mais ce que je veux dire c'est on prend un outil très basique et on va arriver à faire quelque chose, il va arriver à avoir un rendu quand même que je trouve excellentissime, et j'aurais bien aimé pouvoir faire la moitié du quart de tiers de ce qu'il fait. Sous un aspect assez simpliste aussi de scénario à la base, avec une histoire d'étudiants qui font les cons et qui s'échangent dans des cours pour récupérer quelques points. On est, on va dire, sur un point de départ simpliste. Et quelque part, j'aime bien le rapprochement aussi du Bic avec le côté étudiant. Ça aussi, c'est un point que j'ai bien aimé. Ben, on arrive à l'arrivée, personnellement, on arrive à l'arrivée, ça t'a plu ça aussi, Mathieu. C'est comme au jour d'aujourd'hui. Non, mais déjà, le Bic, parce que le 4 couleurs, il n'y a pas tous les étudiants qu'on avait. Moi, j'en ai jamais eu des 4 couleurs. Ouais, toi, t'étais pauvre, toi. Et puis en plus, c'est un vieux 4 couleurs, parce que c'est pas le 4 couleurs avec le rose, le violet, le vert pomme, le bleu. Ouais, ça c'est news. Bon, allez. Comme on fait vieux con. C'est ça. Donc, je m'en fous, mes gamins, ils peuvent pas écrire les miens. Pour une fois, je peux finir ma phrase. T'as vu, c'est toi qui coupes les autres. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu l'ensemble d'une seule traite, sans m'arrêter, sans lever le nez du bouquin. Oui, d'une seule traite, sans m'arrêter. Oui.
Non mais c'est pour faire durer un peu l'émission. C'est vrai, il parce que fait sinon- durer. Attends, mais la chronique. on Oh, va les la faire. périphrases, Mais c'est ton truc, toi. Moi, c'est mon kiff là. Si tu veux, on sort des sénatoriales. Ah, pardon. Bref, et donc tout ça pour dire que c'est, je trouve, un exercice qui partait d'éléments simplistes et il en a fait quelque chose de très réussi. Voilà, il y a beaucoup d'ingrédients au niveau du scénario, que ce soit biographie, que ce soit roman policier ou même polar noir, parce qu'on est quand même dedans. Ça, c'est très riche finalement à l'arrivée. Voilà. Thio, D'une part, la prouesse d'avoir fait une BD avec seulement 4 couleurs et donc tout aussi. Il y en a qui font que du noir et blanc. Hein. Ouais, mais je trouve que déjà c'est chiant à tenir à 4 couleurs parce que c'est gros. Là, tu as un truc sexuel, tu as un truc à nous dire. Ouais, j'ai vu ton petit regard. Je t'ai regardé parce que je me suis dit il va réagir. Non, moi je trouve ça vraiment plaisant, sympa. Déjà la figure de style, je te demande déjà de se dire qu'on fait un roman graphique avec 4 couleurs simplement, et puis l'histoire simple mais efficace. ok. Moi, Du coup, je pense que ça a donné à des étudiants un peu glandos pour leur dire voilà, si au moins déjà tu fais pas tes études, peut-être que tu peux essayer de dessiner. Oh putain, ouais, faut faire acheter ça par les facs. Tu veux pas écouter mon cours? Ok, mais au moins tu t'entraînes à dessiner. Voilà ce que ça peut donner du con. donc voilà, c'est un beau volume de 16 € aux éditions Vrahoum que moi je recommande à la fois à ceux qui aiment les histoires de relations et à ceux qui aiment les exercices de style oubapesque. Oubapesque, c'est ça. Et puis c'est une jolie petite édition, l'air de rien, en petit format là. C'était très agréable. Nous allons donc des réactions à côté dans la chatroom. Non, des commentaires simplement sur la prestation de Dan dans Soda. Dedans, dans Soda. C'est pas grave, je te ferai un sous-titre tout à l'heure avec des petits panneaux, tout ça. Ok, super. Kev Adams. C'est ça. Et dans Camelot. Dans. Ouais, ok. Ah, Vous savez HeroCorp. quoi Ouais. Ok, donc tu nous parlais d'un gros volume. Alors là, Ouais. moi, je te sors un vrai gros volume, un truc un peu monumental. Non, ça s'appelle un calporte. Ouais, mais ça, c'est non. Ouais, c'est, quelle armoire c'est normande. monumental et c'est pas seulement par le nombre de pages. Je vais vous parler donc de l'histoire de l'ours, paru chez Futuropolis de Stefano Ricci, qui nous conte une histoire. À la croisée des chemins entre le conte, le fait divers pour l'histoire de l'ours, et un petit sentier sur le côté, un petit peu en côte, qui nous ferait peut-être penser à un petit délire hypnotique psychédélique des années 70, mais Sous acide, hein. la couleur en moins. C'est ça. Voilà. De l'acide triste. Le trait de Stefano Ricci, c'est un trait qui est vraiment très très sombre et pour autant lumineux. Voilà, moi Plein de matière. j'ai eu l'impression en fait d'être comme si j'étais en train de descendre dans une mine, mais vraiment où il fallait vraiment que j'aille tout au fond, vraiment dans le noir le plus complet, et que j'avais juste des petites lampes qui m'éclairaient de temps en temps, quoi. C'est long, ça fait quand même 430 pages d'une histoire qui est, comme je vous l'ai dit, un mélange de beaucoup de genres. Ça m'a, alors ça va être compliqué à dire, mais ça m'a pas déplu. Ça m'a même plu, mais j'aurais du mal à vous exprimer en fait en quoi exactement ça m'a emballé. On va peut-être partir sur le côté formel déjà. Donc déjà c'est un pavé et ensuite chaque page est un dessin complet, voire des doubles pages. Ce sont des doubles pages, pardon, j'allais dire. Toutes des doubles pages. Voilà, ce sont toutes des doubles pages. La peinture, c'est de la peinture. On sent la matière, on voit la matière. Oui, il y a clairement. franchement un travail, je pense, il y a du relief. Ouais. pour récupérer, pour scanner ça. Je pense qu'il y a un sacré boulot Ouais. et puis pour le rendre derrière. Et un petit commentaire au-dessus. Mais le commentaire est souvent en décalage avec le dessin. Et on va suivre une balade d'un mec, justement, qui raconte cette histoire de l'ours. Moi, j'avoue, j'ai trouvé ça, pourtant j'aime les trucs un peu barrés, mais j'ai trouvé ça suffisamment ardu pour pas réussir à le finir. Je sentais un potentiel, mais à chaque fois, le bouquin me tombait des mains, peut-être parce qu'il est très lourd. Alors que, oui. J'ai rien. Voilà. Non, attends, non, c'est dégueulasse. Et il y a Sortiza qui me regarde, qui me fait des trucs avec des mamours et tout, et du coup, c'est ma faute. Ouais. Ouais, vas-y, regarde tes textos, toi. Non, je regarde pas les textos, je regardais ce qu'il disait dans la chatroom. Et donc, voilà. Donc, c'est un bouquin qui, je pense, est assez exigeant, qui plaira pas à tout le monde. Moi, c'est pas que ça m'a déplu, mais c'est que j'ai pas accroché, tu vois. Je peux pas dire c'est de la merde, j'ai détesté. mais vraiment, L'histoire de l'ours blessé, sauvé par le sanglier, les lettres qu'il envoie à sa copine. Ou alors l'ours, c'est un espèce de panda dépressif.
Tiens, il fait mal, il fait peur, hein, quand même, le panda. Ben, ouais, mais c'est un ours. Ouais. C'est pour qui? Bah, je dirais pour tous ceux qui ont envie un petit peu d'essayer d'imaginer des trucs, quoi, de chercher le message. Voilà, pour ceux, je pense, qui ont envie de chercher quelque chose. Ouais. Il faut aimer les trucs torturés, quand même. Hein, ouais, mais il te raconte. À chaque fois que t'as une petite, suivant les images, suivant ce qui se passe, moi, ça m'a renvoyé des choses, tu vois. Pour moi, j'ai trouvé une histoire derrière, un message, comment envoyer le truc. T'as vraiment... Mais je suis d'accord que dans l'ensemble, ça fait un truc qui est assez décousu, un truc qui est ardu oui, 430 pages. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a 430 pages, c'est un petit peu comme quand tu vas voir l'expo d'un peintre, ok, ou même une expo photo, hein, et où tu es quand même dans quelque chose de relativement cérébral, on n'est pas en première lecture simple. Et le premier, le deuxième, le 10e tableau, ça te laisse le temps de rentrer dans l'univers. 215 tableaux, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Ouais, mais justement, il faut bien que tu aies de la matière pour bien rentrer dedans. Mais je pense que c'est le genre d'album sensoriel, c'est-à-dire que tu vas avoir un lien qui va se faire avec l'image, avec ce que tu vas lire, qui va vraiment essayer. Visiblement, il y avait aussi une expo qui était faite à Paris au début d'année, donc là c'est trop tard pour maintenant. C'était arrêté en février, mais je pense justement des tableaux qui ont fait l'histoire de l'ours. Il y avait un sacré nombre de tableaux. Je sais pas je sais pas à quoi ressemblait l'expo, mais ça doit être sympa. Voilà, donc l'histoire de l'ours de Stefano Ricci chez Futuropolis. Alors ça y est, j'ai enfin compris le dans Soda, alors rien à voir avec Kev Adams. C'est donc que Hazardov est en train de lire le dernier Spirou dans lequel la bande dessinée Soda est enfin repris après 9 ans d'absence, et que c'est Dan, l'ancien assistant de Jean-Ry, qui reprend la série, et il nous dit donc que le nouveau dessinateur est pas top, et franchement ça me déçoit beaucoup, car je mets beaucoup je l'attends ce truc. Parce que Soda il est fan. Pas de celui de Kev Adams, on est d'accord. Voilà. Virginie, une histoire qui sent la colle Cléopâtre et que je n'ai pas dans les mains, mais je m'en souviens suffisamment bien pour pouvoir vous en parler, car je l'ai lu 2 fois. J'ai lu 2 fois, car je l'ai lu une première fois sur Internet, sur le blog de Keck, lorsqu'il l'a diffusé. Keck est un illustrateur qui n'est pas un illustrateur car c'est un codeur. Vous avez entendu notre interview de lui dans notre émission spéciale des Calanques et des Bulles où on revenait un peu sur cette histoire. Un jour, en gros, parce qu'il fréquentait plein de dessinateurs, parce qu'il avait bossé sur le site du Psychopathe et qu'il avait rencontré, il était rentré dans le milieu de la BD entre guillemets, il s'est décidé à se mettre à raconter une histoire qui lui est arrivée, légèrement romancée. Et donc il a raconté cette histoire-là en commençant à apprendre à dessiner, mais sans aucune intention éditoriale derrière. Sauf que ça a plu à beaucoup de gens et que l'histoire est sympathique. En fait, Keck avait une amoureuse d'enfance et il a complètement perdu le contact et un jour il décide de le retrouver avec cette jeune fille. Il y a plein d'histoires de rendez-vous manqués et surtout que Keck, quand on lit son enfance, c'est le codeur, tu sais, t'as toujours l'image de l'informaticien qui... Tu sais que j'étais avec toi pour l'interview. Voilà, ah oui, voilà. Qui se fait taper dans la cour, mais tu t'en souviens bien alors. Lui, c'était lui qui tapait les gens plutôt. Et donc il a un petit comportement de sale gosse, quoi. Ce qui fait que ça se passe pas forcément bien. C'est une histoire pleine de nostalgie, moi, que j'ai trouvé très jolie, même si effectivement le style de Keck est très 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 approximatif, parce que on voit qu'il débute dans le dessin. Ce qui veut pas dire que c'est moche, que c'est inefficace, mais on va pas lire ça si on veut, si ce qu'on cherche c'est à lire le nouveau Black Sad. Voilà, moi je trouve que ça colle bien. Puis le style colle bien à la naïveté de l'histoire, c'est-à-dire que sur un récit plus adulte, ça passerait pas du tout. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on est dans un style qui correspond au scénario. Sur un autre type de scénario, ça serait effectivement très compliqué. Alors après, Keck a continué à dessiner, a continué à faire de la BD, il s'est grandement amélioré dessus, puis parce qu'il continue à travailler. Bref, voilà, moi c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimé lire sur Internet, elle est toujours disponible gratuitement. Il a refait 2-3 trucs pour la version sur le site, je crois qu'il a fait un épilogue aussi, enfin sur la version papier, pardon. Moi je trouve que c'est un album très sympathique, que je recommande à ceux qui veulent se souvenir de leur amour d'enfance. On ne te sent qu'un petit février.
Continue, ça va, c'est ta chanson, t'as le droit. J'ai cru qu'il allait partir sur qu'est-ce que tu fais pour les vacances, tu vois, j'ai vachement J'ai peur. pensé à David et Jonathan. Oui, mais alors aussi. là, le problème, c'est qu'il faut que je sorte l'accent et je sais pas si je suis homologué ce soir. Je crois que ce qu'on va faire, c'est que on va regarder un peu ce qui se passe dans la chatroom. Moi, Il je ne se n'ai passe pas pas grand-chose. Non, c'est bon, changé tu peux t'arrêter. d'adresse. Randall est toujours en train de dessiner devant son écran. Et nous, on va vous laisser avec Antoine qui va nous parler de vieilles bandes dessinées, mais des bandes dessinées de qualité. On revient en direct dans 15 minutes. Carte blanche à Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Pierrick. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et justement on va parler de choses qui datent d'il y a un petit moment car tu as décidé de nous faire une petite rubrique sur des vieilleries, des trucs que tu disais quand tu étais jeune il y a fort longtemps. C'est ça, qui date des années 2000, un truc quasiment du siècle précédent. Alors, 2000, mais j'avais mon bac depuis tellement longtemps. je vais vous présenter en fait trois bandes dessinées. Je vais passer très vite sur la première. Et puis je vais m'interniser un petit peu plus sur les deux autres qui sont un peu plus cultes. Donc voilà, je vais vous parler en premier d'une BD que moi j'aime bien, qui est passée complètement sous le radar. La raison principale, c'est qu'elle est sortie chez Soleil au moment où Soleil sortait un peu n'importe quoi, dans une collection qui s'appelle le Soleil Manga, Soleil Levant exactement. Oui, qui est une collection qui a accueilli des trucs qui étaient pas forcément très manga d'ailleurs. Ouais, c'était un peu particulier la politique éditoriale de Soleil à cette époque-là. En tout cas, je vais vous parler d'une BD de deux Italiens qui s'appelle Akameshi, qui est sur donc une samouraï japonaise dans un Japon un petit peu fantasmé. C'est un bouquin qui date de 2003 et de 2004, il n'y a eu que 2 tomes de sortie. Les couvertures sont pas terribles, mais quand on ouvre le bouquin, je vais surtout m'attacher, parce que l'histoire est assez bateau, mais je vais surtout m'attacher au dessin, et en particulier à la couleur qui est vraiment magnifique. Donc je vous conseille vraiment de regarder ces couleurs pastel qui ont été faites par Stefano Turconi pour ces deux albums. Et au scénario, on a Giovanni Gualdoni. Voilà, donc je vais pas m'éterniser de trop. L'histoire c'est une histoire close ou ça s'arrête ça s'arrête un peu en queue de poisson. Bon, ça se lit quand même indépendamment parce qu'il y a une clôture d'intrigue, mais il n'y a pas de clôture globale de l'histoire. Voilà, si vous êtes curieux, que vous cherchez de jolis dessins, je vous conseille d'aller sur Google Images, de chercher Akameshi, c'est écrit Akameshi, et de jeter un œil là-dessus. C'est assez divertissant et c'est un peu à la marge de ce qui se fait habituellement en bande dessinée. Donc voilà, ça vaut le coup, ça vaut le coup d'œil. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur de vieillerie, mais maintenant on va passer vraiment dans le truc un petit peu plus vieux. On va passer dans les années 80 avec une BD moi qui m'a marqué énormément. Et quand je dis énormément, voilà, je pense que c'est ma BD culte. C'est une BD qui est en 3 tomes, qui s'appelle SOS Bonheur, qui a été faite par Griffo au dessin et Jean Van Damme au scénario, qui sont loin d'être 2 amateurs. Donc Jean Van Damme, on peut rapidement dire Thorgal Largo Winch pour ses trucs les plus connus, 13 ans. Voilà, et Griffo, je connais moins, je te laisse le présenter. Griffo, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les collections Air Libre, qui avait fait une BD qui s'appelait Monsieur Noir de mémoire, qui était aussi quelque chose d'assez particulier, ouais. Vraiment magnifique. Air Libre, c'est un peu la collection qu'on pourrait affilier au roman graphique de chez Dupuis. Ouais, c'est ça, c'est un auteur qui est très roman graphique. Bon, j'espère que j'ai pas de conneries quand même. Qui contenait le superbe Histoire sans héros de Van Damme et Dany. Ouais, si je ne me trompe pas. Tout à fait, je crois aussi. Donc SOS Bonheur, c'est quoi? C'est une bande dessinée de politique fiction. Ça se base plus ou moins sur le roman 1984 de George Orwell. En fait, le principe, c'est que c'est 3 volumes. Les 2 premiers volumes sont des nouvelles
Et le troisième volume il y a plusieurs nouvelles dans chacun des deux premiers volumes. Et le troisième volume est une histoire complète qui regroupe tous les personnages de toutes les nouvelles. Et en fait, donne une cohérence complète au récit. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'avais lu en bande dessinée que Astérix, Tintin, Gaston, des Franquins, qui sont des BD qui sont quand même de référence et de très très bonne qualité, mais qui étaient de la BD d'humour. Et la première fois que j'ai lu SOS Bonheur, je me suis dit, on a le droit de faire ça en bande dessinée, mais je le concevais même pas. J'ai dû le relire plusieurs fois pour être sûr que c'était de la bande dessinée, quoi. Tellement ça me paraissait être une charnière de ma culture, où je me suis dit, là, j'ai passé un cap où je verrai plus la bande dessinée de la même façon, quoi. C'est sûr et certain. L'histoire est absolument géniale. Elle ne vieillit pas dans les années. Parce que là, tu me dis que c'est de l'anticipation. On a un risque d'avoir du formica punk, comme dirait Boulet, vu l'année dont ça date. Au niveau de l'imagination du futur, etc. C'est quelque chose. Ils n'ont pas été trop loin et ça permet de tenir. Alors non, c'est pas du tout. Ça va pas du tout trop loin. Il n'y a pas du tout de nanomachines et autres délires science-fiction. C'est très terre à terre, au contraire. C'est une société qui est c'est plutôt le fantasme de l'intelligence artificielle. Avec par exemple on a estimé que l'homme était faillible et que les lois devaient être rendues par un ordinateur. C'était quand même vachement plus simple, qui calculait tout un tas de paramètres par rapport aux fautes que tu as effectuées, et donc qui en sortait la peine la plus adaptée. Jusqu'au jour où ce fameux ordinateur de justice sort pour quelqu'un qui a volé des médicaments pour sauver ses enfants, sort la peine de mort. Et là, les gens, la police, les êtres humains qui sont dans ce tribunal restent quand même très perplexes. Et en même temps, ils se disent, bah oui, mais on peut pas dénigrer le pourquoi du comment de tout notre système est basé là-dessus. On va être obligé de suivre, quoi. C'est amoral, mais c'est juste, quoi. Voilà, c'est ça. Et tout est comme ça. Il y a, c'est beaucoup sur la société. Il y a notamment une histoire où ils expliquent que les personnes partent en vacances. Alors tout le monde a un travail, tout le monde a un toit, tout le monde part en vacances, mais suivant où tu te trouves dans la société, t'as plus le droit de partir à la mer quand il fait beau ou pas. Donc là, on suit un héros qui part à la mer en novembre. Et donc, ces enfants sont obligés de faire des châteaux de sable alors qu'il pleut à verse, quoi, sur la plage. C'est noir, ou il y a un peu de cynisme et d'humour? C'est très noir. Il y a pas beaucoup de second degré. Il y a du cynisme dans une deuxième lecture, quoi. Quand on prend du recul par rapport au bouquin, on s'aperçoit que vraiment Van Damme a forcé le trait de manière à être très quasi caricatural sur ce que peut devenir une société qu'on ne contrôle pas. Mmh. Et qui part vraiment n'importe comment, quoi. Et certains êtres humains là-dedans se retrouvent pris dans des injustices d'un système qui est préétabli, qui est censé être le même pour tous, et ces humains-là décident de se rebeller un petit peu contre le système, chacun à leur niveau et chacun avec leurs moyens. Et c'est un peu des leçons de vie sur chacune des histoires qui est développée. Pour moi, c'est l'une des plus grandes BD sur le sujet qui existe, quoi. Et justement, sur le sujet, en général, il y a deux théories, c'est pessimiste ou optimiste? Je vous laisse lire, parce que j'attendais cette réponse. La fin est justement met tout en exergue, donc et donne une vraie conclusion à l'histoire. Mais par contre, je vous dévoile pas du tout ce que ça peut donner, parce que ça vous gâcherait le plaisir de lecture, quoi. Ok, il va falloir que je cherche ça, parce que tu m'as donné envie. Et donc, juste pour info, premier tome est sorti en 88, dernier tome est sorti en 89, et il y a une édition intégrale. Aujourd'hui, ces tomes-là ne se trouvent plus, et il y a une édition intégrale chez Air Libre qui doit toujours être disponible, qui est sortie en 2001. D'accord. Voilà.
Et la troisième BD dont je voulais vous parler, c'est une BD de 1979 pour le premier tome, et dont le dernier tome est sorti cette semaine. Donc autant dire que c'est un auteur qui a su préserver sa série au cours des années. C'est Jeremiah de Herman, qui est un post-apo dans une Amérique décadente, qui a vraiment, enfin pour moi c'est vraiment le parallèle avec Mad Max. Alors ce qui est rigolo, c'est que les deux sont quasiment sortis en même temps. C'est-à-dire que Herman a sorti son premier Jeremiah en 79 et Mad Max la sortie date aussi de 79. Donc c'est vraiment. C'était l'ère du temps, crise du pétrole. Voilà, c'était ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est du monde futuriste dans le post-apo dans lequel le pétrole n'existe quasiment plus et est devenu une source de guerre. C'est ça, et en fait, dans Jeremiah, c'est une explosion nucléaire. Alors on ne sait pas si c'est vraiment une attaque suite à une guerre ou un accident nucléaire qui a provoqué la chute de l'humanité telle qu'on la connaissait et qui a laissé les personnes vivre avec ce qu'ils ont. Donc Jeremiah, il se déplace à cheval avec son pote Curdy qui est sur une mule. Et ils vont c'est un peu comme les albums de l'époque, hein, c'est pas des suites, c'est-à-dire que chaque album est une histoire, est une vraie histoire de bout en bout. On retrouve certains personnages qui passent d'un tome à l'autre, mais c'est pas systématique. Oui, il n'y a pas d'évolution des personnages. Alors si, plus si. Et il arrive à faire évoluer ces personnages, les personnages principaux, en tout cas les héros, dans le temps. Mais c'est pas dans un arc narratif global. Ça s'inscrit dans des petits arcs narratifs d'un tome à chaque fois qui se suivent. Mais c'est absolument génial pour tous les amateurs de post-apo et de Mad Max. C'est un truc à lire. Et en plus, ce qui est la qualité est égale, c'est-à-dire que le premier tome ressemble quasiment au dernier. En termes graphiques. Il me semble que graphiquement, il y a eu un grand changement. Il est Herman est passé à la couleur directe à un moment. Voilà, c'est ce qui me semble. Ouais. Donc ça a créé le changement. Et un méga changement très positif parce qu'il est exceptionnel en couleur directe. Herman. Ah oui, c'est un auteur, c'est un auteur extraordinaire. Mais je parlais vraiment au niveau dessin, crayonné et ancrage. Son style a quasiment pas évolué au cours des années. Alors, on aime, on n'aime pas. Hein. C'est un style qui est quand même très réaliste dans le sens où les personnages sont pas magnifiés. C'est-à-dire que les personnages ont des défauts, ils ont du ventre, il y en a qui sont dégarnis, il y en a qui ont des varices. Voilà, ils sont pas et que ce soit des héros positifs, que ce soit des méchants, et ils sont pas caricaturaux. Ils sont vraiment presque comme tout le monde dans l'environnement dans lequel ça se passe, quoi. Donc voilà, c'est mon troisième, c'est vraiment mon troisième. Pour info, cette bande dessinée a été librement adaptée en série télé. Ouais. Série télé avec Luc Perry et Malcolm Jamal Warner par Straczynski, qui est aussi auteur de BD d'ailleurs. Ouais. Et je vais avouer que j'ai bien aimé. Alors moi je vous dirais si vous aimez la bande dessinée et si vous aimez la série télé, ne regardez pas ça. je pense qu'en fait le problème de cette série, c'est qu'elle est tellement librement inspirée. Elle a tellement rien à voir. Si tu commences à t'intéresser à la BD à la base, tu es complètement largué. Après, moi, j'ai trouvé que c'était une série qui était très bien construite il y a que 2 saisons, hein, jusqu'au milieu de la saison 2 où ils clôturent plein d'intrigues, puis après ils essayent d'en lancer des nouvelles et là ça part en vrille. Mais non, moi c'est une série que j'avais trouvée très réussie dans le genre post-apo. C'est dommage juste qu'elle s'appelle Jeremiah parce que voilà. Elle a vraiment rien à voir avec enfin, mis à part le côté post-apo, il y a vraiment pas grand-chose à voir avec la bande dessinée en elle-même. Moi, j'avais retrouvé le côté je sais ce que je vais faire à l'avance de Straczynski, ce qu'il avait déjà fait sur Babylon 5 en termes de série télé.
et donne plein de très très bonnes idées justement, mais effectivement, La mentalité des personnages est absolument pas la même. En fait. voilà. En gros, aussi, il y a un truc qui est sympa avec cette série, c'est que ça a dû faire gagner un peu des sous aux auteurs. Oui. Quoique à l'auteur, l'époque, c'était peut-être l'éditeur qui prenait. Oh, je sais pas, Herman a dû toucher quand même. Elle a du coup touché quand même un peu d'argent là-dessus, mais voilà, c'est un auteur génial. Si vous le connaissez pas, c'est quelqu'un vraiment à découvrir. Il faut ouvrir son album, faut regarder son style parce que ça peut ne pas plaire. Et je peux comprendre pourquoi ça peut ne pas plaire. Il y a un travail de la lumière et de. Ouais. Et, enfin, dans son côté couleur directe, il y a un travail de la lumière, mais qui est magnifique, je trouve. Et qui a fait, alors pour faire le lien et pour conclure entre l'album précédent SOS Bonheur et Jérémia, il faut savoir que Jean Van Damme et Herman ont travaillé ensemble sur un album Noce de sang qui s'appelle Lune de guerre. Lune de guerre. Je savais qu'il y avait une histoire de mariage, mais je savais plus c'était quoi le titre. Voilà, et le travail de la couleur là-dessus et des jeux de lumière justement est absolument génial aussi. Voilà, donc mes 3 coups de cœur, ça va être pour cette fois-ci, ça va être donc Akameshi, SOS Bonheur et Jérémia, qui sont 3 albums à découvrir. Merci beaucoup. Moi, ça m'a donné envie de me replonger dedans. Surtout, j'avoue, le SOS Bonheur. Et on espère te réentendre très bientôt pour plein de nouvelles vieilleries. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net ? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, @thestrat principalement et quasiment exclusivement parce que j'avais des sites internet mais qui ne sont plus tellement maintenus à jour maintenant. Mais peut-être un jour, j'en reparlerai. On fera des choses là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas trop d'actualité. Ok, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Ciao. Et on est reparti pour la suite de l'émission. Je n'ai pas mon casque sur les oreilles car je me suis mis à l'arrache. Et nous allons donc parler maintenant d'une nouvelle BD. Mais avant ça, pour vous dire que si vous voulez participer aux cartes blanches, vous pouvez le faire. Il suffit de nous contacter via Twitter, via le site. On a un joli formulaire pour nous contacter. Voilà. Si vous avez envie de parler de BD qui vous intéresse, de sujets autour de la bande dessinée, d'un point d'actualité qui vous donne la rage ou au contraire le sourire aux lèvres, vous serez les bienvenus pour en parler. Et on enchaîne maintenant avec notre Et nous allons vous parler de Marion Mousse. Marion Mousse, nous avons eu le plaisir de le rencontrer lors du dernier festival des Calanques et des Bulles. Un auteur très intéressant et très sympathique qui venait de sortir 2 albums, Louise et les loups et Brune Platine. Louise et les loups qui est sorti dans un contexte un peu particulier, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais je pense que pour le moment, le mieux c'est de vous laisser écouter cette fantastique interview qu'ont menée de voix de maître mes comparses Thio et Isaac. Vous avez été de voix de maître ? Hein ? Ah toujours. Ok. Au taquet, à fond. Bon c'est parti. Bonjour, nous sommes toujours au festival des Calanques et des Bulles. Nous recevons Marion Mousse, qui est donc l'auteur de Frankenstein chez Delcourt Ex Libris, dans la collection Ex Libris, qui a fait Tête de Marron, qui a fait aussi L'écume des jours, toujours chez Delcourt, et Louise et les loups. Est-ce que j'en ai raté un ou c'est bon ? Ouais, il y en a quelques-uns, mais bon, il y a From Outer Space chez 6 pieds sous terre, Phineas chez Très étrange, Moonfleet, Fracasse, en 3 tomes chez Très étrange Glénat, quelques autres gens, la série de Thomas Cadenne. Voilà, C'est déjà pas mal. oui, je crois que j'ai rien oublié. Si, le dernier, Brune Platine, chez Casterman, avec Lisa Mandel. Et ça, c'est la question, quelle est ton actualité ? Et tu y as déjà répondu, surtout plus que j'ai oublié de parler de Brune Platine. C'est ça. Que nous avons lu, en plus. Mais d'abord, je vais revenir un petit peu sur tes anciens travaux, oui. si tu veux bien. Ton travail sur Ex Libris, c'était une commande de la part de Delcourt ou ça a été un souhait de ta part de travailler sur cette collection-là et sur cet auteur-là en particulier ? C'était une commande de Jean-David Morvan, qui était à l'époque directeur de collection de cette collection Ex Libris, donc destinée à des adaptations. Et c'est lui qui m'a contacté pour me proposer d'adapter le livre que je veux.
Et en l'occurrence, j'avais choisi donc Frankenstein en 3 tomes. Donc voilà, on m'a effectivement proposé. Par contre, à chaque fois, tu décidais de ce que tu voulais adapter. Donc il y avait le choix du livre était le tien, mais après il y avait des contraintes de la part. J'arrive pas à le retrouver. Des contraintes donc de la part justement du directeur de collection, ou tu avais quand même une extrême liberté. Il y avait une contrainte qui était celle de Delcourt, plus que du directeur de collection, c'était la fidélité au roman d'origine. Après, le terme de fidélité est très vaste. On peut rester fidèle à l'esprit et puis faire un truc très libre, quoi. Si l'esprit est là, voilà, chacun avait sa conception de la fidélité. Disons que l'objectif quand même de cette maison d'édition, c'était de donner envie de lire les originaux. Donc fallait quand même rester dans l'esprit, notamment au niveau du texte, etc. Bon, moi personnellement, il n'y a pas un mot du livre originel qui se retrouve dans ma BD, mais je crois que l'esprit est là, quoi. J'ai fait des grosses coupures qui ont plus grand intérêt aujourd'hui. Je pense que le plus gros des travaux, c'est de capter l'intérêt du livre et là d'y rester fidèle. Donc voilà. Et en dehors de ça, on était très très libre quand même. Oui, parce que c'est quand même un gros pavé quand même, Frankenstein, c'est plus de 500 pages, donc faut quand même faire le tri, quoi. Oui, exactement. Et puis il y a des choses qui étaient intéressantes à l'époque et qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Il y a par exemple un passage quand même assez conséquent qui doit faire 100 pages où il est raconté les voyages de Victor Frankenstein à la poursuite de la créature, notamment en Mongolie par exemple. À l'époque, c'était un élément que Shelley avait rajouté parce que c'était comme la lune. Voilà, c'était vraiment c'était vraiment pour le côté exotique, etc. Aujourd'hui, évidemment, ça a plus grand intérêt. En plus, il s'y passait pas grand-chose. Donc voilà, on délaye comme ça et on arrive à réduire le truc à l'essentiel. Voilà, mais le plus dur, c'était pas vraiment ça. Le plus dur, c'était le fait que c'était Frankenstein, c'est fait que c'est un livre qui a été moult fois adapté, même en BD d'ailleurs. Puis surtout au cinéma, quoi. Donc on en a des images très... Et à ce propos, il y a des choses, et c'est là où on peut reparler de fidélité, que j'ai mis dans le livre, comme par exemple l'électricité qui donne naissance à la créature, qui donne vie à la créature. Bon, ça c'est une idée purement cinématographique, ça vient du cinéma, ça. C'est une invention des meilleures adaptations cinéma du film des années 30, de James Whale. C'est pas du tout dans le livre. D'ailleurs, dans le livre, il n'y a aucune explication. Oui. Si ce n'est, effectivement, la foudre qui s'abat sur un vieux chêne. Là, il y en a qui ont vu justement l'idée de l'électricité qui était naissante à l'époque, et pourquoi pas, c'est peut-être ça. Je ne laissé jamais expliquer là-dessus. Mais voilà, l'idée était excellente au niveau du cinéma. Elle parle à tout le monde parce qu'elle est rentrée dans l'inconscient collectif, donc pourquoi pas l'utiliser, voilà. Donc il y a des choses comme ça, c'est infidèle, mais en même temps c'est fidèle. Voilà, donc le truc c'était d'avoir un angle d'attaque, de trouver un angle d'attaque qui soit pas celui des autres adaptations, BD, ciné, théâtre, il y en a eu moult. Et voilà. Et moi, la force que j'avais, c'était que j'avais lu le livre très récemment, regarde. Je l'avais pas du tout découvert, comme pour la plupart, en tant qu'adolescent. Donc l'aspect visuel, la créature et tout ça, ce qui nous impressionne le plus quand on est petit, ça m'a parlé évidemment, mais moins que le drame que vivait le créateur, plutôt que la créature. Et c'est là où j'ai trouvé mon angle d'attaque, qui à ma connaissance n'est pas trop exploité, c'est-à-dire qu'on reste vraiment sur le créateur plutôt que sur la créature. Voilà. Voilà, exactement. Qui subit qui subit sa création. C'est pour ça que la créature n'apparaît pas dans le premier tome, par exemple. Vraiment, c'était de voir comment tout ça monte chez Victor Frankenstein, et puis surtout le truc horrible qu'il va vivre, quoi. Parce que tout le monde se serait suicidé à sa place, quoi. C'est pas possible. On peut pas faire pire. Donc ça, c'était vachement intéressant. Et finalement, un angle d'attaque pas très exploité, à ma connaissance, pas du tout. Parce qu'il y a un tel potentiel visuel avec la créature qu'on en oublie. Et d'ailleurs, il y a un truc très révélateur, c'est que Frankenstein, pour tout le monde, c'est la créature.
Alors qu'en réalité, elle a pas de nom, c'est la créature. Et Victor Frankenstein, c'est le créateur. Et je pense même d'ailleurs que c'était de toute façon ce qui intéressait Shelley. Elle n'était pas fan de science-fiction particulièrement. Si elle aimait du science-fiction, c'est même elle qui a créé, mais elle n'était pas fan spécialement de créatures pour faire peur, etc. Ce qui l'intéressait, c'était l'avancée scientifique de l'époque, c'était vers quelle direction allait l'humanité, etc. Donc l'humain, quoi, en somme. Justement, pour rester dans l'esprit de Mary Shelley, tu as fait des recherches autres que simplement la lecture de son livre, ou tu as pour rentrer un petit peu plus dans sa tête, entre guillemets, ou dans ses intentions, tu as eu besoin de faire des recherches? Non, j'ai fait des petits trucs comme ça pour m'enseigner sur le personnage, mais vraiment très très succincte, parce que moi mon principe, c'est pas la première fois que je fais une adaptation, et mon principe est toujours de lire le livre une fois et de le refermer, et de jamais y revenir. Parce que je base tout sur la mémoire. J'estime que s'il y a des passages importants, je m'en souviendrai. Donc l'objectif étant de retrouver la colonne vertébrale de l'histoire, l'exposition, le développement et la fin. Voilà. C'est souvent ce qui nous touche de toute façon dans un livre. Après il y a une histoire de style d'écriture qui est un autre truc, qui est d'ailleurs pour ce sujet-là très intéressant, mais c'est une autre chose. Et donc voilà, moi je ferme le livre et après j'y reviens pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mots que j'ai emprunté du livre par exemple, sauf éventuellement si je m'en souvenais. Ça prouvait que ça devait être un mot, en tout cas pour moi important, donc je l'ai remis. Mais sinon, donc je fais pas de recherche ni sur les personnages. Je fais une recherche assez minimale sur l'époque, pour les décors, mais minimale. Voilà, je travaille comme ça. Justement sur une autre de tes bandes dessinées, je vais y arriver, Tête de Marron, est-ce que tu n'as pas eu envie d'essayer justement de délocaliser l'histoire dans Marseille, parce que ça aurait pu être un sujet qui aurait pu se trouver justement dans notre ville, non? Oui, c'est certain. Le problème étant que quand même il y a le personnage de Frankenstein, de Frank Sinatra, qui n'a absolument rien à voir, de Frank Sinatra, et qui est une forme de monstre aussi, et qui devait se passer dans un endroit iconique pour l'époque et pour lui. En plus, j'avais envie même si c'est un huis clos, j'avais envie quand même de mettre l'ambiance de Las Vegas de ces années-là. Et voilà. Et je suis pas plus attaché que ça à Marseille pour le faire figurer dans mes BD, même si à Marseille il y a un sacré potentiel visuel. Hein. C'est vrai que c'est une sacrée ville. Mais moi je suis plus dans la fiction que dans la réalité de toute façon. Donc bon, c'est à Las Vegas de pacotille, hein, c'est un décor de théâtre. D'ailleurs il figure très peu, hein, dans 3 cases, après c'est un huis clos. Alors effectivement ça aurait pu se passer n'importe où. Sauf que là, c'est vrai que dans l'histoire de Frank Sinatra, c'était vraiment... il y a vécu très longtemps, parce qu'il faisait beaucoup de spectacles là-bas avec le Rat Pack, etc. Donc ça devenait cohérent que ce soit là-bas, où il y a une pizzeria où il irait souvent, etc. Oui, puis ça pose aussi une ambiance. Être à Las Vegas, être à Marseille, être à Paris ou être ailleurs, ça pose une ambiance aussi à la lecture. Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Puis là, l'ambiance, je la voulais, quoi, avec le noir et blanc et tout ça. Quand c'est un huis clos, on peut pas compter sur le décor et tout ça, donc il faut essayer de retrouver une atmosphère, en l'occurrence d'époque, etc., pour que ça soit pas trop austère. Alors une question en fait de notre troisième acolyte qui n'est pas présent. Quand tu as un aussi formidable prénom, pourquoi avoir choisi Marion Mousse? Est-ce que tu peux nous répondre ou est-ce que c'est secret? C'est une question du troisième larron. Pourquoi parce que je trouvais marrant j'avais l'occasion de changer de nom, de prendre un pseudonyme. Je me suis dit c'est marrant, je vois pas pourquoi je m'en priverais, quoi. Quand t'es gamin, tu rêves toujours de jouer des rôles et tout ça. Bon, tu t'appelles James Bond, ça peut être plus que... Et puis le nom formidable, en général on trouve rarement son nom à soi formidable. On a un petit peu marre, surtout quand on l'a entendu pendant 40 ans. Donc voilà, non, je trouvais ça marrant. Et puis quitte à changer de nom, justement, j'ai pris un prénom de fille, comme ça... Ouais, ça faisait un truc en plus, quoi. C'était ça. Il y a aucune ambition là derrière. Il y a rien de plus ambitieux que ça. Hein. C'était juste possibilité de prendre un autre nom, un nom de scène. Je l'ai pris. Voilà. Mais je vais d'ailleurs.
encore changé de nom pour la prochaine série que je suis en train de faire et qui va sortir en septembre. Là, je prendrai encore un autre nom. 2 garçons. On peut avoir l'info ? Non, parce que je suis pas encore sûr. Est-ce que tu vis de tes bandes dessinées ou est-ce que tu as d'autres activités en dehors de celle-ci ? Non, j'ai la chance de vivre de mes bandes dessinées. J'ai la chance aussi d'avoir une compagne et de partager les loyers et ce genre de choses, ce qui est vachement utile quand t'es dessinateur. Non, mais j'ai vraiment pas à me plaindre, j'en vis. Ton avis en fait justement sur la BD numérique et sur tout ce qui sort maintenant, sur les supports sur les tablettes, les différentes offres que font certains éditeurs. Est-ce que tu penses quel est ton avis là-dessus ? Oula, moi je pense que ça peut être très intéressant. Quand on voit ce qu'arrive à faire le professeur Cyclope, etc., ces genres de sites où on profite, et encore je trouve qu'ils en profitent pas au maximum, mais ils profitent des avantages de l'internet, en tout cas de l'informatique, avec des cases qui sont interactives ou des cases qui vont se construire à mesure que tu lis. Ça c'est un truc qu'on peut pas faire sur papier. Moi à leur place je rajouterais aussi un fond sonore, j'irais même plus loin. Je mélangerais des matières ou des trucs comme ça. Mais voilà, pour tous ces avantages-là, maintenant, un livre qui existe en papier et qu'on se contente de mettre sur tablette, ou je vois pas trop l'intérêt. Après, c'est peut-être parce que je suis trop attaché au support papier. Mais quitte à changer de support, autant utiliser le maximum de ce support-là. Et les potentialités, elles sont énormes. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça très intéressant. Mais il faut que ça soit pensé et bien fait, quoi. Justement, sur l'idée de travailler sur papier, est-ce que toi, tu aurais pas envie de faire des suppléments ? Je pense à Romain Renard, qu'on va sans doute voir pendant le festival, qui a rajouté du contenu supplémentaire en passant par son téléphone ou sa tablette, qui a rajouté et créé lui-même de la musique supplémentaire. Est-ce que c'est des pistes de travail qui pourraient t'intéresser ? Ah ouais, une sorte de réalité augmentée comme ça, là. Je pense pas, non. Je pense pas. Bah, disons que je vois pas bien ce que ça pourrait m'apporter, à vrai dire. Mais j'y ai jamais pensé, hein. Mais je crois pas. Je pense que ça représente beaucoup de travail. Je suis assez flemmard, donc je pense pas. Après, si on me propose de le faire, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Je pense qu'il y a peut-être des sujets qui s'y prêtent vachement bien à être augmentés comme ça, et d'autres pas du tout. Bon, déjà, je trouve que c'est bien de se concentrer sur un support et de faire de son mieux pour optimiser ce support. Donc ça, c'est déjà pas mal de boulot. Après, s'attaquer à d'autres supports, à mélanger le tout, ça devient quand même beaucoup de travail. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée ? Si tu peux nous en parler. Quelque chose qui t'a un peu scotché, qui te revient tout de suite en mémoire. Alors tout de suite en mémoire, ouais, parce que alors moi je suis assez foireux là pour ce genre de truc, hein, ça fait longtemps que j'achète plus trop de BD. C'est un truc, ça s'appelait les Noceurs, je crois, de Brecht Evans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça j'ai trouvé ça magnifique, ouais. L'histoire aussi, j'ai trouvé ça super bien. C'est pas mon auteur préféré, mais en dernière découverte, mais bon, je suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à ce genre de questions, parce que j'achète quand même peu de BD, quoi. Et nous voilà de retour. Alors on peut déjà faire les premières corrections. Nous n'avons pas rencontré Romain Renard. Et non. Car il était en train de se faire remettre un prix de mémoire. Ailleurs. C'est ça ? Ailleurs, du côté de Berlin, tout comme ça. Voilà, ce n'est pas grave. Nous avons par contre le pseudonyme qu'a choisi Marion Mousse pour son ouvrage suivant. Et donc ce sera la question subsidiaire du questionnaire pour gagner les BD. Ah ouais, elle est pas facile à trouver en plus, parce que j'ai trouvé, mais j'ai ramé. C'est Félix Brune qui a sorti la bande dessinée Les Poilus d'Alaska, qui a beaucoup fait parler d'elle et qui a l'air plutôt sympathique. Je l'ai pas lu, mais le dessin est vraiment sympa. Et l'histoire a l'air vraiment intéressante. Ça parle des chiens pendant la Première Guerre mondiale. Qui vivait en Alaska ? Ouais. Je sais pas, c'est Poilus d'Alaska. C'est un sujet pointu, ça. Non, parce qu'en fait, la première guerre... c'est les chiens d'Alaska. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est un truc dans le genre. La première guerre en Alaska,
C'est lié 14-18 parce qu'apparemment j'ai vu un truc sur la thématique 14-18 et ils en parlaient derrière et ça parle de chiens dans l'armée ou un truc dans le genre. Enfin, ça avait l'air très sympa. Ouais, c'est les Américains contre les autochtones, ça. Ouais. Man Bon. versus Wild. Alors qui commence? Thio, hein. Là, je crois que c'était la patate Là-bas, chaude. Mathieu, là-bas. La patate chaude. Non, c'est qu'en fait j'avais perdu mes notes. Ouais, mais heureusement que je suis là. Tu sais que je suis un père pour toi. Elle est Ouais. près du micro. Alors, Brune Platine, enquête en tout genre. Donc on va avoir deux personnages, Brune et Platine. Claire qui est donc leur cliente du jour, qui veut retrouver son père Jean-Paul et qui va donc confier la mission très spéciale à ces deux... Jean-Paul II. Qui va confier donc la mission très spéciale à ces deux femmes. Détective. Jean-Paul II. Cette enquête va les emmener en Herzéguie, en une sorte de Yougoslavie post-guerre des Balkans. Une mystérieuse cicatrice sur le cou de Claire n'arrête pas de s'ouvrir et celle-ci recèle bien des mystères. Donc c'est une histoire. What a Peach, qui est donc paru chez Casterman avec Lisa Mandel au scénario, qui a déjà fait aussi par exemple Esthétique et Filature, qui a eu un prix Amnésia de la BD féminine. Dessiné par Tanks, il me semble. Aussi dans la collection KSTR. Ouais. Et Marion Mousse, donc que nous connaissons, vous venez juste d'écouter une petite interview de lui. Alors pour le dessin, ça paraît un petit peu naïf au départ, voire même un petit peu, c'est cartoony, un peu naïf, mais finalement c'est pas mal du tout. Oui, c'est très géométrique dans le travail des formes, je trouve. Il y a un côté géométrique sur les visages, sur la construction. Oui, après. Ouais. Hein, t'es d'accord, Mathieu? Non, mais en fait, c'est que du coup, c'est peut-être. Mais je trouve que c'est bien d'avoir un petit dessin qui est un peu plus léger parce que ça nous permet quand même de pas trop tomber dans un scénario quand même qui est très dense, très noir, très sombre, et ce dès les premières pages où on a, moi je dirais très juste pour ceux qui ont lu la BD, c'est le vlam. Voilà. Ça m'a quand même calmé tout de suite. C'était la deuxième page. Hein. Ah, ça met dans l'ambiance. Hein. Voilà, donc on a vraiment je trouve un très très bon polar au niveau du scénario. On fait vraiment une chute dans l'abîme, des petites bouffées d'oxygène de happy hour de temps en temps, mais à chaque fois on retombe de plus en plus bas pour finir vraiment noyé. Ouais, c'est du polar très noir à la Bogart, ce genre de truc dans le ton. Dans le ton, oui, mais alors dans l'histoire, je trouve que c'est encore plus sombre. Ouais, sombre et puis acide. Hein. Enfin, ça fait mal. Hein. C'est pas simplement une espèce de mal-être. C'est voilà, on y retourne et on pique là où ça fait mal, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que les personnages, les deux enquêtrices, ont un côté un peu léger, léger, un peu humoristique, un peu sympathique. Enfin, tu vois, on a l'impression que elles contrebalancent ce côté noir, mais qu'elles se font bouffer par lui. Ouais, mais moi je dirais surtout c'est le côté un petit peu féminin, enfin des idées un petit peu, ce féminisme un peu libre, tout puissant, enfin où on a vraiment deux femmes vraiment qui sont complètement libérées, qui sont maîtres de leur destin et qui au final s'en prennent plein la gueule, quoi. Et ça me permet de faire une transition magnifique avec Louise et les loups. Parce que justement, c'est beau. Tu vois, c'est totalement improvisé. On discutait en off tout à l'heure. On avait préparé. Je suis sur la transition. Là. Mais non, tu regardes, tous les deux on discutait justement en off du côté un peu, pas féministe, mais justement non féministe, mais quand même comme ça du choix du prénom, du machin. Et quand on attaque Louise et les loups, on est à fond justement dans cette idée de liberté de la femme. Effectivement, ces protagonistes dans Brune Platine sont au-delà des conventions, au-delà des normes, au-delà des codes, et elles sortent franchement de leur case habituelle, quoi. Clairement. Donc on attaque avec Louise et les loups, donc pour faire un pitch ultra bref, ultra light, c'est la biographie de Mary-Louise Brooks, actrice égérie et icône des studios américains, hollywoodiens des années folles. Le loup, oui, c'est moi. Et sauf qu'elle a pas bossé pour Cacarel. Et donc carrière. C'était une blague pour les vieux qui aimaient les nuls. C'est ça. Non, j'attends mon père. Et j'attends ma sœur, pardon. Et donc carrière cinématographique extrêmement courte de 1925 à 1938, sachant qu'en plus là-dedans il y a une partie qui n'est même pas une carrière hollywoodienne. Et justement c'est la carrière européenne où elle a sorti le fameux loulou de Pabst qui est resté dans les annales. Donc Pabst, grand réalisateur de l'époque, à l'époque où Hollywood c'était un petit truc qui montait, qui démarrait, quoi, hein, et que l'Europe était encore au sommet du cinéma.
Donc notre cher Marion Mousse, plutôt que de nous proposer une biographie très classique avec des dates, des événements marquants et des titres de films, il est parti sur une biographie de Louise Brooks sous la forme de témoignages, aussi bien masculins que féminins. Et les témoignages féminins d'ailleurs sont plein de rancœur, hein. On est vraiment dans un petit peu le stéréotype de la nana. Hein. Ah bon? Oui, quand même. Ah, je les ai pas trouvés trop aigris, moi. Non, ça pas trop allait. aigris, ça va. Ça me fait un peu penser aux deux vieux dans le Muppet Show, tu vois. C'est ça, mais avec un côté très sexiste en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc sexiste entre nanas, voilà. Et comme les femmes elles savent le faire entre elles. C'est ça, elles savent bien le faire. Ça. Et les mecs, comme ils savent. C'était très sexiste aussi. Ça. Non. Alors attends. Et tous les deux, on travaille dans des milieux très féminins. Et oui, je peux te dire que les femmes entre elles, quand elles parlent, franchement, entre hommes, on est vraiment des gentlemen. C'est ça. Quand t'as des copines comme elles, t'as pas besoin d'aller chercher plus loin pour les ennemis, hein. C'est déjà pas mal. Les mecs, eux aussi prennent leur couche, hein, parce que ils sont eux aussi un petit peu dans le stéréotype. Ah ils pensent qu'avec leur bite, quoi. Ouais, mais il faut quand même qu'ils tirent bien il faut qu'ils tirent bien la couverture à eux, hein. Donc c'est une grosse cacophonie de vieux coqs sur le retour. Et moi je, et c'est grâce à moi qu'elle est devenue importante, et c'est grâce à moi que machin, et moi j'ai été son amant. Sachant qu'ils ont juste tourné une scène de 14 secondes dans un film, qui se sont croisés dans un couloir. Enfin ce genre de situation un peu à la con. Ouais, mais on a vécu une histoire d'amour très très intense. C'est ça. Donc concentré d'histoire d'amour en 20 minutes. C'est ça. Ou en 14 secondes. Ou en 14 secondes, ça dépendait de la forme du jour. Et c'est moche. Et donc voilà. Bref, donc on part sur cette forme qui, sur le fond, peut être très sérieuse, et sur la forme apporte beaucoup de légèreté. Cette forme qui sur le fond et qui sur la forme. Mais non, vas-y, continue. Tu réécouteras au montage. Mais on est en direct, merde. Ce qui ressort de ce petit tour d'horizon, c'est que où on croise la colocataire, la fameuse amie Mary John Burns, on n'invente pas le nom, on est un peu dans les Simpsons. Les danseuses qui lui en veulent à mort, les vrais faux amants, les producteurs, les simples employés qu'elle a pu croiser dans les hôtels. Mais c'est une espèce de combat quasi quotidien pour qu'elle conserve sa liberté de choix pour tous les jours, sa liberté sexuelle, parce que pour l'époque elle va bien au-delà de tout ce qui peut se faire, sa liberté de parole, d'expression, et de son mode de vie. Là justement je repense aux scènes de l'hôtel où qu'elle doit quitter parce que on estime qu'elle va au-delà des bonnes mœurs. Tous les protocoles, toutes les cases, les obligations de la société américaine bien pensante, ça lui convient pas, donc elle décide de mener sa vie un petit peu comme elle l'entend, mais pas non plus en allant droit dans le mur. Elle sait profiter du système, elle sait profiter des faiblesses des hommes pour arriver à ses fins. Elle voulait faire du cinéma, elle est arrivée de son Kansas natal pour ça, et elle arrive à obtenir ce qu'elle veut. Et donc au final, que ce soit les hommes ou les femmes, ils n'ont pas réussi à lui faire quitter son objectif premier de vue. Et elle savait très bien où est-ce qu'elle vivait, hein. Pour reprendre le titre, elle vivait parmi les loups, mais elle a su conserver ce qu'elle voulait, elle s'est pas faite bouffer par eux. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on continue à parler d'elle, elle a réussi à mener sa barque, et encore une fois, je reviens là-dessus, elle a pas fait beaucoup de films, et elle a pas eu une carrière non plus pendant des années. Ça aurait pu être une starlette qui passe et qui disparaît aussi vite. Donc finalement, dans toutes les discussions qui se passent dans la BD, qu'est-ce qui fait que Louise Brooks aujourd'hui est toujours là, dans les symboles, dans ce qu'elle peut apporter au féminisme, aux femmes ou à la féminité? Il y a quand même de quoi réfléchir là-dessus. Sa coupe de cheveux restera beaucoup plus longtemps que la Jennifer Aniston. Oui, waouh, putain, la phrase du soir. Hey, celle-là, je vous la laisse, hein. La coupe de cheveux de... Vous avez 3 heures, c'est pour le bac de philo. Non, mais c'était une référence à Friends et la coupe de feu où les filles demandaient, c'était une mode de se coiffer comme Jennifer Aniston. Mais la coupe de cheveux de Louise Brooks, c'est vraiment, iconique. Complètement. On voit cette coupe de cheveux, on pense tout de suite à elle. Faut avoir un peu, on pense à Loulou, en fait. Ouais, on pense à Loulou, mais, on est plus de 80 ans après, c'est un truc de fou, ouais. Quoi. Non, c'est vrai que c'est ça. Alors, moi, ce que j'ai trouvé dans le bouquin génial, c'est la construction en enquête, où, on a parfois des témoignages qui sont pas concordants. Oui. Et il en joue énormément. Oui. Pour qu'on voit que aucun n'est vrai, que tout est un entre-deux. Surtout que, il fait des caricatures, des gens qui sont interviewés totalement. On sent bien qu'ils exagèrent tous, et ça nous permet d'avoir une subtilité dans le portrait que je trouve vraiment sympa, parce que c'est pas évident. Surtout que j'ose pas imaginer ce que c'était d'être une femme à l'époque dans un monde
tel que celui dans lequel elle vivait, quoi. C'est ça. C'était pas évident pour elle de se faire une place au soleil. Elle pouvait compter sur sa beauté, sur sa ligne, sur une espèce de charisme comme ça qu'elle pouvait avoir. Mais bon, voilà, se faire une coupe de cheveux, c'est pas ce qui garantit une forme de pérennité, quoi. Hein. Et au bout du compte, eh bien, elle a réussi, peut-être et sans doute malgré elle, à laisser une espèce de message, une espèce de sillon comme ça que certaines femmes ont pu ou ont voulu, dont certaines femmes ont peut-être voulu s'emparer. On parlait tout à l'heure comme ça en off de Chantal Thomas, c'est exactement ça. Hein. Je veux dire, elle a repiqué quasiment tous les symboles que Louise Brooks avait pu mettre en place, hein. Beaucoup de féminité, beaucoup de classe. Là en plus on est en noir et blanc, on est vraiment dans la thématique qu'elle peut développer, la coupe de cheveux, etc. De la classe, mais en même temps beaucoup d'indépendance et un très très fort caractère. Et c'est effectivement ce que Marion Mousse arrive à faire dégager de cette BD. C'est quelqu'un d'indépendant, qui aime la solitude, ce qui peut paraître assez paradoxal au jour d'aujourd'hui pour une starlette de cinéma qui ne chercherait que les feux de la rampe, etc. Et c'est très très beau d'arriver à avoir autant de profondeur. Alors on pourrait se faire une espèce de conférence sur la libération sexuelle de la femme ou sur la place de la femme dans la société ou machin. Et finalement, voilà, ces thématiques-là sont abordées. Les questionnements pour ceux qui veulent s'en emparer sont là, mais tout ça est présenté avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, je trouve, de la part de Marion Mousse pour Louise Brooks. Quand tu l'entends en parler, clairement, oui, il a une admiration devant elle. Ah oui, c'est sa Madeleine, hein. C'est son idole entre guillemets, hein. J'exagère à peine, je pense. C'est quelqu'un en tout cas qui l'a marqué, quoi, hein, tout simplement. Et donc voilà, bref, tout ça c'est quand même plein d'humour. Et notamment par la place de certains dessins. Donc on vient en opposition entre les dessins de Louise Brooks et les moments où il se dessine lui-même et où il est en espèce de dialogue avec sa conscience, sa bonne conscience, qui vient jouer le contrepoint du ouais, si tu parles de Louise Brooks, Frenchman, c'est pas pour la profondeur d'âme, c'est juste parce que c'était un beau petit lot, et voilà quoi. Et voilà, donc ça vient briser un petit peu aussi le mur avec le lecteur. Ça apporte une petite touche d'humour qui permet, parce que bon, l'air de rien, le bouquin est pas petit non plus, hein, de faire passer cette biographie très très bien. Ça se lit très très facilement. Et puis le dessin lui aussi va bien là-dedans. Voilà, c'est très gracieux, le noir et blanc, le travail sur les ombres, tout ça se fait très bien. Et on a une espèce de chapitrage avec les affiches de films qui sont retouchées qui sont reprises avec le trait de Marion Mousse. Et voilà, pour moi c'est très complet. Voilà, c'est vraiment un sans faute. Il y a du fond, il y a de la forme, il y a de l'humour, il y a de la sensibilité. Il y a une petite dose de sensualité dans tout ça. C'est juste génial. Je me suis régalé et en plus mon exemplaire est dédicacé. Merci. Et il y a même un marque-page, une jaquette marque-page. Alors voilà, on pourrait revenir sur l'histoire de la jaquette. On pourrait revenir sur l'édition. Je vais te laisser en parler, Pépier. Eh bien, souvenez-vous, à l'origine, il y avait le papier. Alors, il me semble que c'est un ouvrage qui a d'abord été édité chez je ne sais pas qui, mais qui a été réédité chez Chip. Oui, parce qu'en fait, il y avait l'éditeur initial qui était un gros éditeur de base, hein. Je sais pas, c'est pas d'Argo ou une connerie comme ça, et où il y a eu beaucoup d'emmerdes. C'était pas du tout les bonnes tailles, c'était pas du tout les bons cadrages, c'était pas du tout les bons ci, c'était pas du tout les bons ça. Et donc finalement, c'est sorti ailleurs. Et donc c'est un éditeur en fait qui vient d'une librairie de Marseille, hein, ouais. Issu de ça, qui ont relancé. Qui ont racheté le stock et qui ont rajouté une belle jaquette toute neuve dessus parce que comme il y avait du blanc sur la couverture, ouais. Le blanc était devenu un peu gris et du coup pour faire ça joli ils ont mis des nouvelles jaquettes. Voilà, c'est une très belle édition, cartonnée. Moi j'adore le dessin de toute façon de Marion Mousse dedans parce que pour le moment de tout ce que j'ai lu de Marion Mousse à chaque fois c'est différent. Graphiquement en fait je crois que j'en ai lu pas mal mais j'ai jamais vu en fait vraiment à chaque fois une ressemblance dans les traits qu'il fait. À chaque fois, il se renouvelle. Voilà. Et si tu peux parler de noir et blanc, par exemple, Tête de Marron a un style de noir et blanc avec des
des niveaux de gris, des visages un peu patatoïdes, un peu déformés. Là, on est dans un style beaucoup plus lisse, avec un trait fin, des gros aplats de noir très forts pour un peu contraster de temps en temps et donner du relief. Et vraiment une finesse dans le trait. Je sais pas ce qu'ils utilisent, mais ça doit être ils doivent utiliser un truc mais vraiment super fin pour travailler. C'est vraiment très très joli et très élégant. Et ça colle très très bien à son histoire et au personnage. Complètement. Donc, et puis ça permet de bien mettre en valeur le côté iconique encore de cette coupe de cheveux. Ouais. Ah oui, puis quelque part la coupe de cheveux, c'est l'icône, c'est le symbole, mais qui remplit totalement cette fonction. C'est-à-dire qu'en un seul petit trait, qui était pas forcément fait pour ça, c'était pas forcément recherché, ça regroupe derrière toute une mentalité d'indépendance, de liberté, sans être pour autant revendicatif. Elle n'était pas en train de manifester pour changer la place de la femme dans la société américaine de l'époque. En tout cas, voilà, on espère que vous avez apprécié ce petit passage avec Marion Mousse. 2 albums très différents. Oui. Chacun sympathique à sa manière. Je pense que globalement, on a quand même tous préféré le Louise et les loups à la table. Vous confirmez? C'est tellement différent, c'est disons que la choucroute ou des nems. Est-ce que tu préfères une comédie ou un polar? Ça dépend de l'ambiance, ça dépend de ce que tu as envie de lire. C'est ça. De ce que tu as envie de voir à la télé. C'est ça. Bon, en même temps, le Louise et les loups, c'est d'une part il y a un support biographique, d'autre part c'est Marion Mousse de A à Z. De l'autre côté, c'est une collaboration. Ouais, en même temps, je pense que Louise et les loups nous a quand même bien plu, parce que je crois que c'est la seule BD que nous avons chacun en un exemplaire. Oui, c'est vrai. On l'a tous, on l'a tous acheté. C'est vrai. Vas-y, spécial dédicace. C'est un bon signe. Faites de même, il sera peut-être un peu plus difficile à trouver. Je sais pas si on le trouve sur Amazon. Alors la première édition de mémoire est sortie à 1200 exemplaires et ça a disparu. Et donc là, c'était les restes de réimpression, de la réimpression et des restes de réimpression donc qui ont été remis en surtout pour la jaquette. distribution en fait. Je sais pas s'il est bien distribué. Je suis pas sûr qu'il soit bien distribué. En fait, je pense qu'il doit y avoir que la librairie de Marseille qui doit l'avoir. Ouais, ou les librairies spécialisées qui doivent l'avoir aussi. Les réseaux, tu vois, genre Canal BD, etc. ont peut-être gérer ça. Sinon, moi, je le vends mon exemplaire vers les 27 000 €. Je dois changer la voiture. D'accord. C'était pas 60 000 pour Range Rover, je t'ai dit? Attends, 2 secondes. Je vais vous piquer vos exemplaires. 3 x 27, je suis dedans. Voilà, Marion Mousse, on va continuer à suivre son travail. Je vais peut-être craquer si ma pile de BD arrive à descendre. Ça veut dire que peut-être pas. Sur ce qu'il a fait. Quand tu vois la liste de ce qu'on doit chroniquer. Ah mais si tu veux, il y a pas de problème. On refait un don aux œuvres de BD pour l'émission numéro 105. On met en jeu 254 bandes dessinées, les enfants. Ça va te faire du vide. Oula. Online. Pour le online, j'ai voulu un peu rattraper le retard des vacances, parce que pendant les vacances, Internet continue à travailler, et parler aussi de vieilles choses. Donc je fais un petit tour des Tumblr. Donc Tumblr, c'est cette plateforme qui permet de mettre assez facilement en ligne des images, des gifs animés, un peu tout et n'importe quoi. C'est une sorte de moteur de blog ultra simplifié qui se veut un peu viral entre le réseau social et le moteur de blog, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc on trouve pas mal d'auteurs qui l'utilisent pour faire des collections d'images, etc. Par exemple, Boulet a fait un Tumblr sur le Formica Punk, où il s'amuse à mettre plein d'objets rétro-futuristes. Tu sais, les gens qui te montrent, qui te designaient les objets du futur dans les années 80. Oui. Ouais. Voilà, c'est le Formica Punk qu'il a appelé ça. D'accord. Non, parce que moi j'imagine un truc avec des tables en Formica, et là j'ai eu peur, tu vois. C'est en gros choses qui se passent avec des punks sur des tables en Formica. Le principe du Formica Punk, c'est de se dire, le steampunk, c'est et si on prenait l'époque de la vapeur et toute la science avait évolué à partir de ce qu'on connaît de là. Si le Formica tout était parti du Formica. Et Formica Punk, c'est si toute la science était partie de ce qu'on connaissait dans les années 80 et avait évolué comme on l'imaginait. Ah ouais. Et voici le nouveau Range Rover Evoque intérieur Formica. Non, mais avec le Minitel qui est partout, il y a des Minitel portables, ce genre de trucs, tu vois. Ouais. Et avec des chansons de Michel Sardou. Des téléphones portables à cadran. Merde. Voilà, donc je vous invite à aller lire ça, mais ce n'était pas Gérard Lenormand président. Ouais. Ouais. Il y a plein de pistes comme ça. Je vais d'abord vous parler d'un petit projet de Pixel Vengeur sur le Tumblr de Pixel Vengeur, pixelvengeur.tumblr.com. C'est Batman Minute. En gros, il a lancé un défi à qui voulait le faire. C'était dessiner Batman en 1 minute.
Et il y a plein de gens qui ont participé, qui ont dessiné Batman en 1 minute. Alors, les résultats sont très variés, parfois drôles, parfois bluffants, parce que tu te dis, en 1 minute, il me pond ça, l'enfoiré. Parfois, oui, il avait quand même qu'1 minute. Donc, moi, j'ai trouvé l'exercice plutôt drôle. Et plutôt sympa. Et puis, on a plein d'interprétations de Batman, qui est quand même un personnage super iconique, que tout le monde connaît. Tu sais quoi? C'est ce qu'on aurait dû mettre en place en fait pour la question subsidiaire du concours. Trop tard. Ouvrir une fenêtre avec un timer d'1 minute et il fallait dessiner un thème sur 1 minute. À noter pour la prochaine, celle-là, j'aime bien. Ouais. Un truc qui vous inspire la voix des bulles. C'est ça, la voix des bulles en 1 minute. Sprouch, une bouse avec deux mouches. L'autre bouquin, c'est Johan Fsar. Alors, Johan Fsar, pas Johan Sfar, c'est Johan Fsar. Il n'est pas dyslexique, hein. Alors, un jour, ce Tumblr est arrivé, tous les dessins étaient signés Johan Fsar, et c'était un personnage qui était donc une parodie nette et claire de Johan Sfar, qui était mis en scène, et on voyait les excès qu'il avait de sa reconnaissance du public, d'être une grande star de la bande dessinée, etc. Donc beaucoup d'humour un peu cynique. Les auteurs ont lancé un concours derrière pour proposer à chacun, enfin un petit concours juste pour le fun, de proposer leur propre dessin. Il y a plein de choses très marrantes, très rigolotes, dans un style graphique. Alors, je pense que dans le dernier tome de la revue dessinée, le 5, dont on parlera un autre jour, il y a un dessin exactement dans ce style-là, et c'est signé James et Ravar. Donc j'imagine que c'est peut-être eux qui ont lancé ce blog. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Il y a plein de bonnes idées, pour peu qu'on connaisse un petit peu le personnage de Johan Sfar. Ensuite, nous avons Hipster Than Ever. Un hipster, c'est un mec tellement à la mode qui préfère les choses du passé. C'est une sorte... on va dire que c'est le nouveau type à la mode, tu vois. Avant, il y avait les emo, maintenant, c'est les hipsters. C'est les mecs qui ont les grosses lunettes, à bord épais. Et un Nokia 3210. Voilà, un Nokia 3210, la barbe, la grosse barbe rousse, Oui, non, les cheveux rasés. Excuse-moi, je te coupe. Un Nokia 3210 qu'ils ont payé 200 €. Oui. Wow! Il est encore mieux, non, tu vois, il chie sur Apple parce que c'est trop in. En fait, si c'est à la mode, c'est que c'est plus à la mode, en fait. Et voilà, ils ont toujours peur que le mouvement hipster devienne à la mode parce que ça voudrait dire qu'ils sont nuls. Le 3210, ils l'ont payé en francs, alors. Et donc, ouais. Et donc, c'est James qui propose Ou ça. en ancien franc. C'est en anglais, mais c'est Ou en assez couronne court. suédoise. Oui, yes, papa. C'est plein de délire. C'est parti d'un dessin qu'il avait fait pour délirer d'un hipster qui fait du foot. Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est très rigolo. Faut aimer les chaussettes, quoi. Ouais, j'allais dire, tu l'imaginais, tu sais, le petit maillot vert, là, Et le bandeau, Et le ça les bandeau. cheveux! Et enfin, le dernier Tumblr, c'est The Daily Struggle. The Daily Struggle, c'est un Tumblr lancé par Laurel, qui a aussi, les cases sont aussi publiées sur son blog standard. Laurel est une auteure C'est une démarche assez hardie. qui a fait... Oh là 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 là. Ouais, non, mais, on s'est regardé. Et non, on s'est regardé et c'était qui trouvait un bon truc. Franchement, il est pas mal, celui-là. Ouais. Donc Laurel, qui est une blogueuse star, qui s'était faite découverte dans Spirou, avec le 33 rue Ah Carambole. merde, c'est une femme! Oui, Ah, fallait me le dire, Françoise! le 33 rue Carambole. Qu'elle co-dessinait avec Chat et Melaka. Ah et oui, donc, non, alors là, t'arrêtes, parce que chat, ouais, là, elle te casse la tête. Non, si elle écoute, c'est pas bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que elle a eu son copain et ils ont décidé ensemble de faire un petit jeu. Et de là, ils ont vécu un peu le rêve électrique. Ils sont partis s'installer dans la Silicon Valley pour travailler dans du jeu mobile. Et elle nous raconte un peu toute son expérience, surtout qu'elle a une petite fille avec qui elle est partie. Donc, elle part avec son copain, la petite fille, se trouve en coloc dans la Silicon Valley. Vous imaginez un peu tous les clichés. Et elle nous raconte ça. Elle met une planche par jour à peu près. C'est vraiment très sympa, très intéressant. Alors elle a changé les noms, même si on peut facilement trouver de quel jeu elle parle, de quoi elle parle, etc. Parce qu'on sait sur quoi elle a bossé. Le fait qu'elle ait changé les noms sous-entend que peut-être que ça s'est pas si bien passé que ça complètement. Mais là j'ai bien envie de savoir comment ça va continuer parce que l'histoire est bien sympa. Il y a un trait que j'aime bien, un trait rond, très. Oui, c'est très rond et elle aime bien les nez, hein. C'est très. La coquine. C'est très gros nez, c'est du style franco-belge, un peu classique, mais que je trouve bien foutu. Voilà, moi c'est une bande dessinée que j'aime beaucoup. Façon blog, ouais. Hors sujet.
Ce devait être Tizak qui devait nous faire le courrier des lecteurs, mais en fait, Lunch lui a piqué tout son boulot lors de la précédente émission. Donc du coup, il a décidé de faire grève. Voilà. Donc nous allons écouter 5 minutes de silence. Bonne Non. soirée à vous. J'ai eu la chance ce week-end d'aller à Paris et j'ai pu me rendre à l'exposition. Paris. Nous sommes à Marseille, oui c'est vrai. Donc à l'exposition Star Wars Identities. Pas mal. Bravo. Bravo, classe. Donc l'émission Star Wars Identities. Identities. J'ai failli taper sur les Stéphanois, toi tu tapes sur les Parisiens. C'est ça. En même temps, Il toi nous t'as un reste- t-shirt vert, tu peux pas. Et il nous reste Bordeaux. C'est et ça. Nice. C'est ça. On est bon, on est Et on est bon. on est bien. Lyon, on va pas taper dessus, c'est pas la peine, ils sont déjà par terre. Ah oui, ils sont déjà au sol. Hein. C'est Là, ça. c'est On frappe pas les gens par terre. Ouais. Ouais. Tu as raison. Donc c'est une expo qui se trouve à la Cité du cinéma de Luc Besson, là, le truc. Oui, qui est oui, je monté, sais, ouais. Grâce à l'expo, il va pouvoir payer son prochain film. voilà. C'est une expo qui me semble itinérante et qui vient du Canada. En tout cas, les voix off de certaines personnes qui font les commentaires le laissent sous-entendre. Laisse planer aucun doute. Non, c'est... Et Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader. Tu vois, il y a des accents sur tous les noms. Et puis, Sur tous les- ils disent pas Dark Vador, tu vois. Ouais, Darth Ni Vader. Chic Tabac. Ni... Oh merde. Et le Millennium Condor. Vous vous souvenez pas dans le Millennium Condor, dans le premier épisode, Oui, ils oui. disent Millennium Condor. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. C'est une expo qui nous interactive. On arrive avec un petit bracelet et ils ont fait une sorte de thématique qui est plutôt bien trouvée sur l'identité. En gros, c'est qu'est-ce qui fait notre identité, que ce soit la génétique, notre éducation, les choix que l'on fait, les personnes qui nous conseillent, nos amis, etc. Pour revenir sur Qui est faire le notre parallèle père avec les destins de Anakin et Luke, comment est-ce qu'ils ont évolué chacun de leur côté. Et donc, on va là avec notre bracelet et on a déjà beaucoup, principalement de dessins de production. Donc c'est des superbes dessins de production, super bien, dont des dessins de production d'un mec qui m'a depuis a fait par exemple le premier Captain America, le film Rocketeer, c'est Joe Johnston, je crois, qui donc était dessinateur chez Lucas avant de devenir réalisateur derrière. Et donc plein de dessins mais vraiment bluffants, magnifiques, superbes. Je trouve que c'est un peu dommage, il y avait que 2 planches de storyboard. Moi j'adore les storyboards et je trouve que ça manquait un peu. On voit qu'il y a eu une sélection hyper drastique, mais ça n'empêche pas de voir une marionnette de Yoda, un costume de Chewbacca, les costumes de Stormtrooper. Il y avait les costumes d'Ewok. Attends, ils ont arraché la peau à Chewbacca. Ouais. Et on lui pèlera le jonc. Des maquettes de vaisseaux. Alors par contre j'ai été déçu, il y avait très peu de maquettes de la prélogie, ce qui franchement fait vraiment... Oh, c'est dommage, l'épisode 1 était tellement bien. C'était une blague. Hein. Ils ont tout fait en image synthèse. Voilà. Bref. Mais par contre on voit par exemple la course de speeder là qu'ils font dans l'épisode 1. Course de module. Ouais, de module. On voit le module. Il y est, celui taille réelle qui sont utilisés pour les plans rapprochés. C'est une majorette. On voit aussi le destroyer de la mort qui est... Ah ouais, dans le sable là. Non, Le super destroyer. Le super destroyer. Ah, le super destroyer, pardon. Qui mesure en fait environ 30 cm. Non, il fait un bon mètre 50, voire 2 mètres. Il plie un peu du nez quand même, hein, parce que on voit que la maquette doit être assez lourde. Hein. Ah, Mais, pas d'hier aussi, hein. Donc plein d'anecdotes. On apprend que pour le personnage Chewbacca, c'est des anecdotes connues. Par exemple, George Lucas s'était inspiré parce que quand il conduisait, il avait toujours son chien à côté, son chien qui s'appelait Indiana. Sérieux. C'est bon ça. Et que donc c'est pour ça qu'il a imaginé un pilote avec son compagnon de route. Au début, s'il pensait à un truc genre chien, tu vois. Donc c'est plein d'anecdotes. On se balade en plus avec un casque qui réagit dans les zones où on est, donc on n'entend que quand on est dans la zone qui va bien. Il y a des petites scènes animées où t'as le truc super bien. T'as un petit compteur qui dit où t'en es de la vidéo. Donc tu vois comme ça si c'est trop long, pas trop long, ou c'est que tu vas reprendre en route. C'est bien foutu et à la fin on peut avoir son personnage qu'on va créer. On choisit si on va du côté clair ou du côté obscur de la force et on a une petite fiche qu'on peut télécharger après sur internet. Il nous envoie le lien. C'est une expo vraiment très sympa. Alors est-ce qu'on peut lancer des éclairs si on reste du bon côté de la force? Non, ça dépend de quel jeu. C'est très grand public. C'est-à-dire que ça passe très bien avec des mômes. C'est plutôt bien foutu. Il y a quelques passages où tu sais les bornes interactives où il y a trop de monde qui va dessus parce que c'est une exposition qui est un peu à guichet fermé où il faut réserver.
ton Ouais, heure mais c'est que d'arrivée. ça doit pas être assez cher, là. À un moment donné, il faut augmenter les prix pour qu'il y ait moins de personnes. C'est vrai, George manque d'argent en ce moment. Ouais, attends. Et Ouais, t'as la c'est retraite, plus lui qui touche, Donc faut réserver. Il a gardé le merchandising, je Ah oui, crois. je sais plus. Bon, enfin, Si, il a gardé le merchandising quand même. Faut assurer les vieux jours. Hein. Ouais, donc il faut réserver faut avant vendre des jeux sur avant d'y aller. Nous, ils avaient une demi-heure de retard, par exemple, pour l'entrée. Ça tombe bien. Nous, on avait un quart d'heure de retard pour arriver. Donc, ça nous a bien arrangé pour le coup. Voilà. Et 3 quarts d'heure de retard, tout ça. Donc, c'était vraiment très, 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 très sympa. L'expo va se déplacer à Lyon. C'est déjà plus près. C'est déjà plus près pour ceux du Sud. Pour ceux du Sud. Puis pour un peu n'importe qui, parce que c'est un peu plus au centre de la France quand même. Ouais, Lyon, c'est un peu plus centre de la France. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais enfin bon, c'est juste que c'est pas pareil, quoi. C'est Ouais, bien c'est pour pareil. ceux du Sud, quoi. Ouais, tout c'est court. ça. Et Mais Bref, en même temps, est-ce que ça va descendre plus au sud? parce que Ça, je ne sais pas. les Bordelais, ça va pas les arranger, en fait. Hein. Que ce soit Paris C'est ou vrai. Lyon. Lyon, C'est je crois ça. que c'est pire d'ailleurs. En même temps, sud-ouest, on s'en fout, hein, on y va que pour les vacances. Donc voilà. Putain, on s'est fait trop de potes ce soir. On a tapé sur à peu près tout le monde. Les Bretons et les Alsaciens n'ont pas pris. Parce qu'il y a un breton dans la salle. Ouais, enfin, ouais. Il est breton. Bon, enfin, voilà. Salé, quoi. Donc, des petites réactions dans la chatroom. Non. Si, une remarque d'Azertov en discussion avec Randall Flagg sur Pod Racer. Le jeu Pod Racer. Ah oui, Ouais. c'est celui pour lequel ils ont fait une pub dans l'épisode 1. Oui, ouais, presque. Bah, ça fait cher la pub, hein. Ça fait un peu cher la pub. Mais je sais pas, parce que moi, le jeu, je crois, j'y ai joué sur PC. Moi aussi. J'en ai pas un grand souvenir. Si, parce qu'il était agréable en termes de sensation de vitesse. Mais Après, c'est tout. Parce que maniabilité, c'était un petit peu... C'était aussi pourri que F0, Ouais, qui avait 10 ans de plus. c'est ça. C'est l'idée. C'est bien, ouais, non, c'est bien résumé. Non, ça. c'est bien résumé. Putain, t'es fort, toi, en résumé. Bien. Oui, c'est la pub pour Pod Racer et le jeu était chouette. Dur, mais chouette, selon Randall. Moi, je sais pas. Apparemment, il l'avait pas fini. Moi, je l'ai pas fini parce que je me suis arrêté. F0 était reconnu comme étant dur mais chouette, donc... Oui, c'est vrai. Non, mais il était visuellement agréable, hein. Mais après, il était, voilà. il était joli, même, on pourrait dire. Oui, mais voilà, après, à un moment donné, il y a certains jeux comme ça qui manquent un poil d'intérêt. Non, mais de toute façon, je pense que sur les jeux dérivés de Star Wars, il y a juste Star Wars TIE Fighter, qui était moche, mais qui était exceptionnellement bon, Kotor. C'est vrai. et KOTOR, C'est vrai. qui était absolument exceptionnel. Je sais pas Bon, ce qu'on dit Randall dedans, nous taille un costume en disant que c'est seulement nous qui sommes pas bons parce que lui il a fini. Moi, j'y ai pas joué. C'est Azertov qui avait pas fini. Et Azertov d'ailleurs tout à l'heure nous corrigeait légèrement sur la petite réplique de la Cité de la Peur et bien sûr je l'ai reperdu. C'est Et c'est le pape, non, et- c'est le pape. Je suis le pape. Je suis le pape et j'attends ma sœur. Voilà. Mais Donc, j'ai failli faire un truc avec Jean-Paul, parce que comme tu me faisais Oui, Jean-Paul II et je ça. suis le pape, et Pape et j'attends mais ma j'ai sœur. pas C'est pour voulu- ça que voilà. mais j'ai pas Mais voulu j'avais non. perdu la phrase. Et Non, voilà. mais j'ai pas voulu la relancer Je parce que du crois coup ça que- faisait. Non mais c'est là qu'on- qu'on sent que la sénilité nous ouais, guette, là, hein. je crois que c'est là qu'on sent que l'émission doit s'arrêter. Nous n'avons que trop duré. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir été nombreux ce soir sur le flux et dans la chatroom. Ça fait plaisir de voir des gens qui nous écoutent et de pouvoir communiquer avec eux. Et je tiens à préciser un grand merci même à Randall Flagg qui a dessiné du coup sur Gribouillon pendant l'émission et qui a même fait de la pub sur Gribouillon justement pour le concours. Merci Randall. Voilà, je mettrai le lien vers son site très bientôt. J'ai reçu une alerte comme quoi il m'avait pingé machin chose sur le blog. Enfin bref, vous pouvez nous retrouver donc dans 15 jours si tout va bien pour une émission qui sera diffusée en différé, mais je traînerai peut-être du côté de la Chamotroom pendant la diffusion. De la- si vous... de la Chamotroom. La Tchatchamroom. la Chacharoom. Si vous voulez discuter, je fais Ouais, aussi le tango et... Tu regardes Dals, toi, non? Oh Il regarde Dals. Dals, lui. Hashtag Dals. Hashtag Dals. Ah d'accord, je crois que j'ai compris. Danse avec les C'est stars. ça. Ok, non, pas du tout. Je savais même pas que... En même Bref. temps, il vaut mieux. L'émission la prochaine en live, c'est le mois prochain. Je vous rappelle que nous sommes désormais diffusés les 1er et 3e jeudis du mois. Nous aurons une interview aussi dans la prochaine émission Oui. dans un mois, donc. C'est cela même. Prochaine émission directe. Sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog qui devrait bientôt changer de tête parce que mon con de sa mère de thème, il n'était pas compatible avec la dernière version de WordPress. Il faut que je mette les mains dans la tambouille et ça me fait Mais tout ça, les auditeurs s'en foutent. voilà. Non, mais s'il y en a un qui, par exemple, s'ennuie et qui veut faire un peu de code. Et moi, qui je- c'est qui veut coder? Et qui Hein, c'est qui veut coder? Qui c'est qui veut coder à l'œil
Ah, One Pied. Voilà. À l'œil. Je vous envoie un sticker si vous voulez. Waouh. Avec un autographe. Moi, Ouais, c'est un ouais. vrai commercial, toi. Ouais, je suis comme ça. Nous avons bien entendu notre page Facebook, notre Mais page surtout Google+. le concours. Ah ouais, jouer au concours, quoi. Vous verriez la pile de bouquins Sans qu'on a déconner, là. il y a une pile de bouquins à côté. Voilà. Les enfants, faut y aller, quoi. Et il y a vraiment beaucoup de très bon. Sur ce, on vous dit donc à dans 15 jours. Merci encore à vous d'avoir été là. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.